Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui où je vais pouvoir échanger avec Alexis Dacosta de la chaîne YouTube Bonjour. à son propre nom. Ça va Alexis? Eh ben, c'est parfait. Merci. Merci de ton invitation. Écoute, c'est avec plaisir. Donc j'ai invité Alexis Dacosta à me rejoindre sur ma chaîne pour qu'il puisse faire le rôle du contradicteur. Je vais faire une présentation créationnisme et dinosaures. Donc Alexis est connu pour faire des vidéos critiques sur le créationnisme. Et donc c'est le candidat parfait pour faire Idéal. ce travail de contradiction. Et bon, je remercie également le collègue évolutionniste entremetteur qui nous a mis en Bah relation. oui, merci à lui. Merci beaucoup. Alors, je voulais commencer donc en faisant un petit état des lieux de la situation, hein, pour comprendre c'est quoi qui sépare les deux visions. Donc la vision évolutionniste qui est d'une vision majoritaire aujourd'hui dans les rangs scientifiques et une vision créationniste qui est très minoritaire, on va dire. Donc le premier point de différence, c'est la colonne stratigraphique qui représente des aires géologiques dans le modèle évolutionniste. Les dinosaures ont un ancêtre commun reptilien. Les plus vieux fossiles sont entre 230 et 250 millions d'années si je vais chercher les éventuelles traces de pas. Il y a une extinction il y a 66 millions d'années. La théorie principale, c'est celle de l'astéroïde, même s'il y en a d'autres, nous le verrons. Les oiseaux sont considérés comme des dinosaures, à l'exception des bandits, j'ai mis en parenthèse, on verra plus tard, parce qu'il y a un groupe d'évolutionnistes dont on les qualifie de bandits. C'est l'acronyme Birds are not dinosaurs, ce qui veut dire les oiseaux ne sont pas des dinosaures. Et donc c'est un groupe composé de quelques personnes comme Alan Feduccia, Storm Johnson, Larry Martin ou John Ruben et d'autres qui pensent que les oiseaux ont évolué à partir d'autres créatures que les théropodes maniraptoriens. On aura l'occasion de revenir plus tard là-dessus. Et donc la vision majoritaire, c'est de dire que les oiseaux descendent des théropodes maniraptoriens. De l'autre côté, la vision créationniste, la colonne stratigraphique ne représente pas des aires géologiques, mais des étapes géologiques du déluge, la montée progressive des eaux durant l'année du déluge, il y a environ 5000-5300 ans. Pour se comprendre, on utilise les mêmes référentiels, Trias, Jurassique, Crétacé, Carbonifère, Ordovicien, Silurien. On utilise ces mêmes repères, on est d'accord sur ces repères-là. C'est quand on les place dans l'histoire qui va nous séparer, mais je vais revenir dans une ou deux slides sur le sujet. Donc en créationnisme, nous avons des créations séparées, au pluriel, de 50 à 70 familles de dinosaures. Par exemple, les cératopsiens, les stégosauridés, les tyrannosauridés, etc. Donc j'ai mis un petit lien ici, on peut retrouver grossièrement ces catégories de dinosaures. Voilà, à une ou deux près, je pense que c'est à peu près ça. Il y a une dernière apparition il y a 5300 ans. Dans le créationnisme, on ne parle pas d'extinction ou de disparition. Ils apparaissent pour la dernière fois ici parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont été enfouis durant le déluge. Ils étaient sur un terrain qui était fossilisé à ce moment-là. Et au-dessus de ça, il y a les mammifères et d'autres organismes qui, eux, étaient sur d'autres terrains plus élevés. Par la suite, on a un argument qui est que les dinosaures sont, entre guillemets, les dragons, et donc ils ont coexisté avec les humains avant de disparaître au Moyen Âge. Donc ça, c'est un sujet de ce que j'ai pu voir sur la chaîne d'Alexis Dacosta, il a pu le traiter à plusieurs reprises. Donc en Quelquefois, oui. création. Comment? Quelquefois, oui. Quelquefois, oui, oui, oui. Et donc les oiseaux ne descendent pas des dinosaures, et donc les oiseaux ne sont pas des dinosaures. Donc la plupart des informations que je vais donner aujourd'hui, voilà, on peut les retrouver sur mon site, qu'est-ce-que-la-vérité.com, il y a beaucoup d'articles. Donc voilà pour cette première slide de présentation. Avant que je poursuive, est-ce qu'Alexis aurait quelque chose à ajouter? Je vais lui donner la parole en fait, hein, il va s'adresser plus à vous qu'à moi d'une certaine manière pour apporter sa contradiction. Moi je fais une présentation et lui, il apporte sa version. Donc est-ce que sur cet état des lieux, il y a quelque chose ou est-ce que tu veux qu'on avance? Oh, je pense on va dire que peut-être que dans le détail, il y a des trucs, voilà, mais pour l'instant, je propose qu'on avance. Je vais dire que pour le moment, je suis d'accord sur ces deux visions. Voilà. Ok. Alors l'objectif de cette démarche aujourd'hui, c'est donc de présenter, d'expliquer, de défendre le modèle créationniste. C'est pas de donner des leçons, c'est pas de présenter une vérité infalsifiable.
Voilà, je suis sur un ton de suggestion, un ton amical. Il peut y avoir des erreurs. Alexis Darcosta sera là pour me les Non, souligner mais s'il y en a, et puis les gens dans je les suis commentaires. moi aussi sur un ton amical, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc si vous voyez des erreurs, voilà, c'est pas, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des erreurs non plus. Alors, le but, c'est d'établir un terrain de discussion entre évolutionnistes et créationnistes. On va dire que globalement, les youtubeurs évolutionnistes et créationnistes dans le monde francophone ont tendance à faire les vidéos chacun de leur côté. Dans le monde anglophone, il y a beaucoup plus de débats, donc c'est assez intéressant quand même. Après, c'est vrai que quand il y a des débats, bon, ça demande à maîtriser pas mal de sujets, donc c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même assez difficile. C'est plus difficile que lorsqu'on parle tout seul face à sa caméra qui ne rend pas les coups. Hein, donc je me place dans ce cadre, hein. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos tout seul face à ma caméra. Et Je ne peux pas te lancer la pierre. Je sais que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc, voilà. Voilà, donc c'est un exercice, on va essuyer un petit peu les plâtres et peut-être que ça va intéresser d'autres personnes. Donc le but, c'est de proposer une discussion enrichissante pour l'audience, qui va avoir un exercice, comme je dis, assez rare quand même, où les deux visions vont pouvoir être défendues dans une même vidéo. Et donc, moi, personnellement aussi, c'est pour voir si mes arguments créationnistes tiennent la route. Effectivement, Alexis Dacosta aura probablement plus de répondants que ma caméra. on va voir, on va voir. Voilà, voilà. Je souhaitais aussi dire un mot sur des points d'accord, parce que c'est vrai que quand on a un débat, on va discuter que des désaccords, mais faut pas oublier qu'il y a des points d'accord, et c'est normal qu'on en parle moins, puisque bon, bah, quand on est d'accord, ça sert à rien de disserter là-dessus. Donc, j'ai mis au moins deux choses, hein. Il y a d'autres choses sur lesquelles on est d'accord, mais au moins deux choses. Donc, c'est l'ordre des séquences géologiques et d'apparition des fossiles. Voilà, le Cambrien est en bas de la colonne géologique, en tout cas pour ce qui s'agit des premiers invertébrés marins, à l'exception des édiacariens qui sont un petit peu avant. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les invertébrés marins sont dans le Cambrien, ils ne sont pas dans le Quaternaire. Voilà, on est à peu près d'accord sur la séquence Cambrien, Ordovicien, Silurien, Tu es Dévonien. tu es d'accord sur ça? Oui, oui, oui. Et, mais du coup, enfin, là, c'est juste une question, hein, mais est-ce que ça, enfin, pour toi, la vie, du coup, n'a pas été créée telle quelle par Dieu? Il y a eu enfin, il y a eu l'explosion cambrienne, il y a eu un développement et une évolution de la vie, ou Alors, bah, du coup, on va avoir on va avoir l'occasion vraiment d'en parler aujourd'hui. D'ailleurs, là, j'ai mis une image qui représente pas exactement d'ailleurs ce que moi je crois, mais en fait, à droite, si on regarde bien, il y a la version évolutionniste, les 4 milliards d'années, les 541 millions d'années pour le Cambrien, etc. ouais? Sur la gauche, il y a un modèle créationniste qui est celui de Paul Gardner, que j'avais interviewé il y a quelques mois, il est passé sur ma chaîne, qui est un paléobiologiste anglais. Donc lui, il pense que le déluge se termine vers le Crétacé. En fait, moi, je pense qu'il se finit vers le Néogène. Il y a deux camps créationnistes là-dessus. C'est un débat interne, donc je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus, Alors, tellement il y a des choses à si je développer. peux me permettre, je Oui. trouve que ta vision est plus juste, parce que du coup, ça veut dire que tous les animaux du Cénozoïque qui ont disparu, ils sont passés où, du coup? Donc, ta vision de dire, bah, tout le Cénozoïque, c'est avant le déluge, si on est, en tout cas dans ta théorie Mhm. de la création créationniste, et ben du coup, c'est plus logique de penser ça. Enfin, je vois pas pourquoi le déluge aurait eu lieu au Crétacé. Ça, Alors, en fait, les frontières du déluge ne sont pas encore bien identifiées par les géologues diluviens, on va dire. Donc, en gros, c'est ce que je veux dire est assez impressionnant. C'est que tout ce que toi, tu vas placer entre le Cambrien et les Néogènes, on a environ 500 millions d'années là. Dans le modèle ouais. évolutionniste, on a 500 millions d'années. Dans le modèle créationniste, tout ça, c'est un an. Tu vois? C'est pour ça que je te Mais dis. alors, attends, du coup, dans ton modèle, parce qu'on est d'accord que tu m'as dit que tu n'étais pas tout à fait d'accord sur bah, potentiellement les dates, où est-ce que placer le déluge, Où est-ce mais par contre, qu'on tu es termine d'accord pour exactement, dire où est-ce qu'on que, commence exactement dans la colonne, quoi. mais du coup, tu es d'accord pour dire que du Cambrien à, on va dire Néogène, voilà, Ah, Miocène, tout ça là, tout ça, c'est un an du coup. tout ça, c'est un an. Et, mais du coup, ça veut dire que donc, techniquement, on peut trouver un animal du Miocène des couches du Cambrien, par exemple. Non, non, non. Parce que le modèle diluvien, en fait, la colonne géologique, on l'explique selon un modèle qui s'appelle le zonage écologique,
qui a été proposé la première fois en 1946 par un créationniste du nom d'Harold Clark. Et en fait, l'idée, c'est que l'ordre qu'on a dans le registre fossile, qui va globalement de la mer vers les terres, avec des invertébrés marins, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des dinosaures, des mammifères, euh, jusqu'à Mais l'homme, t'as eu la... Ouais? tout ça, en Pardon, fait, vas-y, excuse-moi. tout ça, ça représente des étapes du déluge. C'est-à-dire, le déluge commence dans les océans. On a un verset dans la Bible qui nous aide avec ça dans Genèse 7:11 où on a l'éclatement, on pense que c'est la naissance des dorsales océaniques. Donc on commence à avoir une activité volcanique et des coulées pyroclastiques dans l'océan. On commence à ensevelir des organismes marins. Le déluge n'est que dans les océans à ce moment-là. Puis progressivement, l'eau monte et donc on va prendre les poissons qui vivent sur un petit peu plus haut que les invertébrés, puis les amphibiens, puis les organismes terrestres. Et donc après, je vais revenir un petit peu en géologie. Comment on explique le dépôt des couches géologiques et je vais en parler un petit peu avant de parler des dinosaures. Donc on va Ok. en revenir parce que c'est vrai que Bon, on va revenir dessus. ça pourrait être long. Ok, ok. Mais c'est juste pour comprendre, C'est pour comprendre, oui, oui, enfin, qu'est-ce que c'est toi tu crois vraiment par rapport à d'autres créationnistes, parce que des créationnistes, j'en ai connu de mon temps, oui, oui, j'en ai connu pas mal, et du coup, je veux vraiment cerner qu'est-ce que toi tu crois personnellement, quoi. c'est clair. Ok, donc il y a un deuxième point commun qui est qu'il y a un ancêtre commun au niveau du rang famille ou genre. Par exemple, il y a un ancêtre Cératops qui a donné plusieurs cératopsiens. Ça, c'est quelque chose que les créationnistes intègrent dans leur modèle. C'est quelque chose que les évolutionnistes aussi. La différence, c'est que les évolutionnistes vont plus loin, en extrapolant, en disant qu'il y a par exemple un ancêtre dinosaurien qui a donné lieu à tous les dinosaures. Bah, du coup, c'est archosaurien, du coup, mais oui, Voilà. Voilà. oui, c'est Ou ça. par exemple, il y a un ancêtre Bah, en tétrapode fait, qui a donné. c'est le terme de clade. En fait, C'est pour ça. être plus précis que ça, c'est juste que si on se dit que du coup tout le vivant a un ancêtre commun, du coup il y a des éléments qu'on doit retrouver, par exemple dans tout un clade, par exemple chez les dinosaures, on doit retrouver l'acétabulum qui perfore le bassin. C'est ça. C'est un détail du squelette qu'on retrouve obligatoirement chez un ancêtre commun. Donc bah là, en l'occurrence, un ancêtre archosaurien. Mais oui, du coup, c'est ça. Voilà. Donc, dans les rangs, enfin, dans les débats, parfois on entend parler des termes de microévolution et de macroévolution. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un mot. Je n'aime pas trop ces termes. On Moi aura non l'occasion plus. d'y revenir. Voilà. Ok, ça Donc, marche. les deux grandes différences sont quand et la nature limitée versus illimitée des adaptations biologiques. Un créationniste va dire que on a un ancêtre ours, par exemple, qui a donné une variété d'ours, qui s'est diversifiée au fil des années en variété d'ours, après le déluge, en ours polaire, en grizzly, voilà, en toutes les variétés d'ours. Mais voilà, les évolutionnistes disent que non. Par exemple, les carnivores, ils ont donné lieu à des canins, ils ont donné lieu à des félins, alors que les créationnistes s'arrêtent au niveau des félins et des canins, par exemple, ou du genre loup. Donc, ça, je reprends un peu ce que j'ai dit avant. Donc, on va pouvoir y revenir. Ok. Euh, le point de départ, déjà, pour comprendre d'où ça vient tout ça. Qu'est-ce qui sous-tend ce modèle créationniste? Eh bien, c'est la Bible qui donne un cadre. La Bible ne dit pas tout, mais elle donne un cadre. Donc, une chronologie biblique de moins de 10 000 ans. Moi, j'ai enfin, ma chronologie, c'est pas ma chronologie, mais je suis plutôt sur les 7 500 ans. Je rejoins pas la chronologie de 6 000 ans qui est souvent mise en avant par les créationnistes. Bon, ça mériterait une autre vidéo. Enfin, j'ai des articles là-dessus si ça t'intéresse. Mais bref, face à un évolutionniste, 6 000 ou 7 500, ça ne change rien. Donc, on a une Disons que création. c'est de toute façon très loin de ce que Voilà. quelqu'un qui. Et c'est marrant parce que du coup, tu dis évolutionniste même dans le cadre de la datation? Parce que évolutionniste, moi, je voyais ça juste dans le cadre de, ok, le cadre des temps de comment une espèce se diversifie, mais par exemple, quand on parle de la création de l'univers, là, d'être évolutionniste, ça n'a pas vraiment de rapport, parce que Alors, bah, oui, l'évolution, ça parle juste de l'évolution de la quand vie, tu pas de la regardes création de l'univers. quand tu regardes des publications en géologie et en cosmologie, et quand Il y tu a marqué t'intéresses aussi évolutionniste? à l'histoire de la géologie, on parle d'évolution cosmologique. Oui, mais du coup, ça n'a rien à voir avec Voilà, non, non, on va dire l'évolutionnisme. que pour moi, l'évolution, c'est un hydre à trois têtes. L'évolution cosmologique, l'évolution géologique, l'évolution biologique. Je pourrais même rajouter l'évolution chimique ou la biogénèse.
Oui, parce que finalement, l'évolution, c'est que la différence entre deux individus ou entre deux états. Donc forcément, je peux pas, je peux même dire il y a une évolution biblique si je parle de la Bible, comment elle est passée de, tu vois, les rouleaux de la mer Morte à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre si on va par là, tout est évolution du coup. Oui, voilà. Enfin, après, là, ce qu'on débat, c'est l'origine de l'univers, c'est l'origine de la Terre, c'est l'origine des espèces. C'est un Bah, débat oui, qui va oui, pas j'entends. C'est se juste, mêler. Donc, on a deux c'est modèles qui s'échappent, c'est création-évolution. Après, effectivement, quand on parle de théorie de l'évolution, là, c'est l'origine des espèces. Bah parce que Voilà. je comprendrais peut-être plus le côté scientiste un peu, tu vois, le côté je fais confiance au consensus scientifique et du coup le consensus scientifique valide bah, tout ce qu'on sait en cosmologie, enfin dans ce qu'on sait de la physique, ce qu'on sait de la paléontologie, etc. Et du coup, bah, dedans il y a l'évolution, les évolutions si tu veux. Mais ok, Voilà, je voilà, comprends. voilà. Donc, on a une création de séparée de genre. Donc, ça, j'en ai parlé, de famille. Déluge de Noé, il y a 5300 ans. Et donc, dans cette discussion, la Bible est une hypothèse de départ. Donc, on peut la falsifier, on peut montrer qu'elle est fausse. Dans la méthode scientifique, la première étape, c'est la spéculation. Donc, on va dire que je vais spéculer. Alors, c'est un exercice que j'ai fait il y a des années, mais là, je le refais aujourd'hui, on va dire. Je spécule que la Bible est une hypothèse. Je dis, OK, la Bible, elle dit ce qu'elle dit. Testons-la. Voyons si ça correspond à quelque chose sur le terrain ou pas. Je vais nonobster les chrétiens évolutionnistes ou les créationnistes terre vieille, qui sont des groupes qui sont à mi-chemin entre Alexis et moi, par exemple, mais qui, à mon sens, ne sont pas cohérents. C'est quelque chose que j'ai développé à plusieurs reprises, mais bon, c'est un débat à part. Bah, si je peux me Voilà. permettre Vas-y. de te donner raison sur ça, moi je suis pas créationniste terre jeune, mais par contre, je pense que si on fait comme toi et qu'on lit les textes bibliques tels qu'ils sont, je pense pas qu'on puisse ne pas l'être. C'est-à-dire, je ne vois pas comment ça peut marcher avec une terre qui n'est pas jeune. Donc du coup, je Oui, suis en mode, je ne suis pas d'accord avec ta vision. Mais en même temps, si je pars du principe que la Bible vient de Dieu, que c'est la vérité, eh ben, j'en arrive aux mêmes conclusions que toi, du coup, bah, voilà, malgré tout. c'est que en fait, pour moi, ce qui me dérange avec l'évolutionnisme théiste ou le créationnisme terre vieille, c'est que on vient imposer des idées dans le texte, des idées étrangères au texte. Je veux dire, si le texte, il Bah parce avait que des choses. on fait du concordisme, en fait. Voilà. On essaie, voilà. Donc pour moi, le texte, il dit ce qu'il dit, mais comme tout texte d'ailleurs, hein. Je veux dire, les textes, ils parlent Oui. d'eux-mêmes, mais on ne vient pas imposer nos idées dans le texte. Donc bref. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte très rapidement. Je suis vraiment passé, voilà, je suis passé moi de l'athéisme au créationnisme, donc j'ai fait Terre jeune. Beaucoup passent par l'évolutionnisme théiste. Moi, j'ai pas eu ce passage. Dès le début, je me suis dit non, ça va pas marcher. Voilà, Jésus-Christ dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement, c'est le premier verset de la Bible. Jésus semble dire que Adam et Ève ont été créés au commencement. Donc, Oui. s'ils sont arrivés 6 jours après le premier acte créateur, il y a une cohérence. Par contre, s'ils sont arrivés 14 milliards d'années après le premier acte créateur, ben, ils n'arrivent pas au début, du coup, ils arrivent à la En fin. fait, je pense qu'on est arrivé sincèrement aux mêmes conclusions. C'est juste que du coup, on pourra en revenir plus On tard, a pris d'autres chemins. mais justement, la raison pour laquelle moi je me suis mis du côté de la science et pas de la Bible, c'est que je ne voyais pas, parce qu'une fois une fois qu'on a fait la méthode scientifique et qu'on a vérifié les hypothèses, etc., il y a aussi tout le fait de pouvoir faire des prédictions. C'est-à-dire de dire, bah oui, mais maintenant, vu que je sais, vu que je crois savoir comment marche la géologie, comment marchent les fossiles, eh ben, moi, je peux aller quelque part, creuser et trouver exactement ce que je suis venu chercher. Parce que je sais comment ça fonctionne. Et du coup, sur ma chaîne, bah, j'ai plein de vidéos où je vais chercher des ammonites et tout, parce que je sais quelle roche il faut que je cherche, parce que je sais à quel endroit elles ressortent. Oui, Et tout du à coup, fait. bah, j'ai moyen de faire des prédictions et ces prédictions, je n'arrivais pas à les faire. Enfin, il y a des choses qui ne collaient pas avec ce que la Bible dit. Par exemple, je ne sais pas si toi, est-ce que tu crois qu'avant le péché originel, tous les animaux étaient herbivores ou pas? Oui, bah, c'est ce qui est dit à la fin de Genèse 1. Les animaux avaient l'herbe pour nourriture. Et d'ailleurs, Dieu dit explicitement, après le déluge dans Genèse 9, vous pouvez manger de la viande, en gros, aux humains. Voilà, Voilà. c'est ça. Et du coup, bah, ça, par exemple, moi, ça ne colle pas avec bah, ce que je crois constater Oui, des oui, oui. fossiles que je trouve où il y a des trucs qui sont largement avant l'homme.
et qui du coup sont carnivores. Enfin, Oui, T-Rex, oui, c'est non, un très clairement. bon exemple de. Voilà. Et du coup, ça fait partie des choses où moi j'ai trouvé beaucoup plus de contradictions côté Bible que côté science. Et voilà. Bref, C'est clair, c'est enfin, clair. j'ai un peu skip, Non, non, mais non, c'est non. pour dire que, Oui, oui. par contre, Non, mais c'est j'ai fait intéressant. le même chemin mental que toi, et je pense pas que tu te trompes si ta base de réflexion, c'est la Bible. Oui, oui. Ok. Ce que tu dis est intéressant, j'aimerais rebondir, mais du coup, on va avancer. Non, non, mais ouais, pardon, c'est moi, Voilà. Mais moi, c'est pareil, ça va être difficile de ne pas digresser par moment. Mais alors, c'est ma faute. je vais mettre un petit encart à droite, euh, parce que certains vont dire, mais du coup, pourquoi la Bible, pourquoi pas tel ou tel un autre livre religieux, ou pourquoi pas Zeus, pourquoi pas Poséidon. Euh, alors, quelques données statistiques. Jésus est régulièrement cité dans le top 3 des figures historiques les plus influentes de l'histoire. Zeus n'y est pas, Poséidon n'y est pas. Donc, je veux dire, Jésus, voilà, il est quand même un peu au-dessus certains autres candidats. 4 milliards d'êtres humains croient au Dieu d'Abraham, si on met les musulmans dans l'affaire. Donc, visiblement, le Dieu de la Bible, il semble quand même avoir un certain succès. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autres groupes où il y a 4 milliards d'êtres humains qui croient en un Dieu unique. La Bible est le livre le plus diffusé dans le monde, 5 à 7 milliards d'exemplaires, certaines portions traduites en 3600 langues. J'aurais du mal à en citer plus de 10 ou 20. Et voilà, comparaison avec Harry Potter, juste pour avoir une idée, 600 millions d'exemplaires, 80 langues. Donc c'est Et juste pour dire que voilà, c'est pour dire, enfin, c'est pour dire pourquoi toi tu as choisi la Bible, c'est enfin, c'est juste pour donner un peu de cette crédit à la Bible. Juste pour donner un mais peu de du coup pour crédit. toi c'est un, parce que bah, je suppose que tu vois ce que c'est que l'argument du nombre ou l'appel à, enfin, tu vois, l'appel à la popularité. Oui, oui, non, non, Et du on coup, peut je vais développer ça juste après. D'ailleurs, c'est intéressant que tu as noté, tu as dit ça. Pour moi, la moi, je majorité. note tout. Non, mais tu as raison, la majorité ne donne pas la vérité. Voilà. Bah, c'est surtout, Même s'il y avait est-ce que 7 milliards s'il y d'êtres avait humains qui croyaient moins, en Jésus, ça ne voudrait pas dire que c'est vrai. voilà, Et là, je pense que s'il y tu a es plus d'accord de avec moi. musulmans par exemple, est-ce que c'est Allah, le Voilà. Dieu tout-puissant? Voilà, je mets juste ça parce que pour avoir eu ces débats, on me dit mais pourquoi pas Zeus, pourquoi pas un tel? Mais je veux dire, ils sont pas dans la même catégorie. Eux, c'est clairement du mythe, il n'y a personne qui croit en eux. Bah, ça, c'est Et ils sont plus dans la même catégorie. Parce qu'il y a c'est aussi le clair. côté, Ouais. bah, fut un temps, Zeus c'était peut-être, j'en sais rien, hein, mais peut-être que Zeus c'était le dieu le plus connu et le plus reconnu, et peut-être qu'il y avait même Mais le fait bah, qu'il n'ait la pas majorité résisté des à gens qui croyaient en l'examen lui. le fait qu'il n'ait pas résisté à l'épreuve du temps, voilà, ça, Oui, c'est voilà, c'est pas en sa faveur. Jésus, il est beaucoup plus jeune parce que il y a aussi le fait que parce que tu penses que la Terre est jeune, du coup, tu penses que ta religion est très vieille. Or, si Oui, on les prend les religions religions, aborigènes qui ont techniquement, les aborigènes d'Australie, c'est un peuple qui est censé avoir presque 60 000 ans. oui, Et du coup, du, pourrais répondre quelque chose là-dessus sur la croissance démographique qui, à mon avis, correspond pas aux 60 000 ans. Et en fait, pour nous, les aborigènes, les hommes de Néandertal, euh, les Homo erectus, etc., tout ça, c'est des choses qui se passent après le déluge, que toi, tu vas placer il y a longtemps avant le récit biblique. Tu vois? Donc, il y a alors, beaucoup de choses que moi, toi, on est d'accord que je place rien, hein, c'est pas moi qui, non, non, je non, prétends pas savoir quel âge c'est- ont les peuples aborigènes, hein. oui, oui. Non, mais là, tu reprends le narratif évolutif. Voilà, Tout moi, à ce que je fait. dis, c'est Moi, que on va dire que de base, n'ayant pas fait de recherche sur le sujet, je vais me placer du côté des gens qui ont fait des études sur le sujet. Mais oui, oui, peut-être oui. qu'ils se trompent, hein, on est bien d'accord. Donc, ok, intéressant. Donc, passons à la notion de consensus qui peut-être correspond un petit peu à l'argument que tu faisais. Et je l'ai pris parce qu'en plus, c'est Michael Crichton que tu dois connaître. Il Jurassic est Park, derrière, forcément. il est derrière. Heureusement, sinon il y aurait un problème. Ok. Donc, il a dit ceci sur la notion du consensus. Je vais le lire. Je vais m'arrêter ici et parler de cette notion de consensus et de l'émergence de ce qu'on appelle la science du consensus. Je considère la science du consensus comme un développement extrêmement pernicieux qui devrait être arrêté net. Historiquement, l'appel au consensus a été le premier refuge des scélérats. C'est un moyen d'éviter le débat en affirmant que la question est déjà réglée. Chaque fois que vous entendez dire que le consensus des scientifiques est d'accord sur ceci ou cela, attrapez votre portefeuille car vous êtes en train de vous faire avoir. Pardonnez ma traduction, l'anglais au français, des fois c'est un peu compliqué, mais vous comprenez ce qu'il veut dire. Il y a une arnaque là.
Alors il continue en disant, soyons clairs, le travail de la science n'a absolument rien à voir avec le consensus. Le consensus est l'affaire de la politique. La science, au contraire, ne nécessite qu'un seul chercheur qui a raison, c'est-à-dire qui a des résultats vérifiables par référence au monde réel. En science, le consensus est sans importance. Ce qui importe, ce sont les résultats reproductibles. Les plus grands scientifiques de l'histoire sont grands précisément parce qu'ils ont rompu avec le consensus. Il n'existe pas de science consensuelle. Si c'est un consensus, ce n'est pas de la science. Si c'est de la science, ce n'est pas un consensus. Point final. Voilà, je souhaitais parler de ça. Je pense qu'on devrait être à peu près d'accord là-dessus, dans le sens où en fait, en science, c'est pas le consensus qui va nous dire quoi que ce soit. Ce sont les résultats, ce sont les faits. Ça, moi, bah, de toute façon, de manière générale, l'avis d'expert, pour moi, n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si quelqu'un, même Michael Crichton, qui dit quelque chose, je le prends pour ce que c'est-à-dire un avis. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quelqu'un qui est expert dans la Bible, bah, je vais écouter son avis parce que je me dis, bon, c'est peut-être vrai, mais en même temps, s'il me dit quelque chose de péremptoire, bah, je vais toujours le mettre, voilà, entre guillemets, c'est une citation et j'attends d'avoir les vrais résultats pour vérifier si c'est vrai ou pas. Et de manière générale, bah, tu sais, je sais pas si tu vois ce tableau de l'échelle des niveaux de preuve, mais tu vois, tout en bas, il y a le témoignage et il y a l'avis d'expert. C'est-à-dire que même si Einstein dit quelque chose, si Einstein dit Dieu n'existe pas, eh ben c'est pas, on s'en fout. C'est C'est ça. pas, c'est qu'un avis. Et ça n'a Ce pas qui d'intérêt. compte, ce qui compte, ce sont les résultats, on va dire. C'est ça. Enfin, Et comme il dit, les résultats reproductibles, parce que c'est vrai que une étude, bah, ça peut donner un faux négatif aussi. c'est Donc il ça. faut faire des méta-analyses. Et pour moi, si tu me demandes c'est quoi le niveau minimum que je demande pour vraiment être convaincu à 100%, on va dire, c'est la méta-analyse. À partir du moment où il y a une méta-analyse, je me dis bon, là je peux pas vraiment amener quoi que ce soit sur le devant de la scène pour dire ah non, je suis pas sûr. Il faudrait que je fasse des études dans le sujet et que je fasse moi-même des analyses pour là remettre en question une méta-analyse. Et là, une méta-analyse, je vais prendre ça comme un consensus. Mais du coup, c'est pas l'avis de plein de gens, c'est une, Ah, des papiers là, qui ont cherché à se contredire et qui se sont auto-analysés, on va dire. par exemple, pour montrer l'absurdité de cette notion de consensus, on va pas dire il y a un consensus pour dire que 2 plus 2 égale 4. Un seul gars ou deux gars peuvent le savoir. Tu vois? C'est un peu ça qu'il dit là, en fait. Les résultats Bah, reproductibles, les faits, les preuves, un recoupement de preuves. Voilà, c'est ça ce sont les données objectives. C'est pas ce ouais, qu'un témoignage pourrait tu vois, véritablement c'est dire. quand tu dis les données, les preuves, c'est pour ça que moi je parle du niveau d'échelle de preuve parce que, par exemple, moi j'estime pas que 150 témoignages ou 1 milliard de témoignages, je ne le prends pas comme une preuve, par exemple. Il peut même y en avoir 10 000 Alors, millions. je Moi, vais parler un peu de moi, témoignage par la suite, mais du coup, bah ça dépend non, si mais le témoignage est cohérent, ça je me dépend. doute, mais c'est pour expliquer pourquoi moi je le prendrais pas, parce que je sais que bah il y a des biais. Ça veut pas dire que le témoignage est faux, mais c'est exactement comme un sophisme. Un sophisme, ça peut être vrai ou faux. Par exemple, on peut dire la Terre est ronde parce qu'une majorité de gens le disent. C'est Mhm. genre, oui, c'est vrai, la Terre est ronde, mais pas parce qu'une majorité de gens le disent. La Terre est ronde Ouais, parce qu'on a des calculs et machin. je Et suis ben là, d'accord. c'est exactement pareil. C'est genre, si on me dit Dieu existe parce qu'il y a des milliers de témoignages, c'est non. Dieu existe parce que des calculs, des C'est recherches, ça, des oui, oui, oui. machins. Et les milliers de témoignages, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. C'est 50-50. Mais dans tous les cas, je ne vais pas les prendre parce que je sais qu'on a des biais, parce que je sais que justement, le témoignage comme l'avis d'expert, c'est le truc sur lequel on peut pas s'appuyer. Parce que bah, c'est trop biaisé, le témoignage de n'importe qui. Parce qu'on peut être persuadé de ce qu'on a vu et malgré tout se tromper. Se tromper de bonne foi, hein. Je dis pas que les gens qui témoignent sont des menteurs, hein, on est bien d'accord. Ok. Alors, si on passe à la suite, qu'est-ce que la science? Ça peut être intéressant de développer ça aussi. Donc, selon le dictionnaire, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. La méthode scientifique, elle commence avec la conception. On réfléchit, on spécule, on fait des hypothèses. Ces hypothèses doivent être testables. Et après, on fait des expériences. Ces expériences doivent être reproductibles par d'autres et on défend la thèse. Je dirais qu'il manque peut-être un point enfin,
En tout cas, juste le point numéro 2, la testabilité. Euh, je trouve que là, il manque la falsifiabilité. Ah putain, je vais jamais réussir à le dire. Oui, la Falsifiabilité. falsifiabilité, tout à fait. Ouais. J'y arriverai pas, je suis Ça en fait désolé. partie. Ouais. Mais du coup, le fait que, pour moi, et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est très important, ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais plus confiance à la science qu'à autre chose, c'est principalement parce que le but de la science n'est pas de démontrer l'existence de quelque chose ou la réalité de quelque chose, c'est dès qu'on a une hypothèse, le but, c'est de défoncer l'hypothèse et de tout faire pour qu'elle s'écroule, et c'est parce on n'arrive pas à l'écrouler que du coup, on est obligé d'admettre que jusqu'à preuve du contraire, c'est solide. Et ça, j'aime bien parce que du coup, ça veut dire que ouais, il y a toujours un jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen d'affiner les résultats, d'améliorer les résultats, mais il n'y a jamais volonté d'aller chercher quelque chose qui va confirmer ce qu'on pense déjà. Et moi, je trouve que ça, c'est contre-intuitif, mais je trouve que ça amène des résultats en fait. Pour moi, il y a que cette méthode-là qui peut amener des résultats. OK. Euh, je développe ça parce que mon point, en fait, c'est de dire que le débat des origines, c'est pas vraiment de la science. Donc, je vais essayer de démontrer ça. Alors déjà, on a ici Ernst Mayr, un des architectes principaux de la théorie synthétique de l'évolution, qui dit: l'évolution est un processus historique qui ne peut être prouvé par les mêmes arguments et méthodes par lesquels la physique pure ou un phénomène fonctionnel peuvent être documentés. L'idée, c'est que ce qu'il pensait lui et ce que je pense moi, et que tu penses peut-être pas toi, mais c'est qu'on ne peut pas reproduire ni la création ni l'évolution en laboratoire. Et Et le pourquoi débat pas? est donc davantage historique. Reproduire la création, pour moi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire être capable de recréer la Terre en 6 jours en laboratoire, ce qui n'est pas possible. Mais Reproduire alors, l'évolution. j'ai juste une question, c'est si on n'est pas capable de le faire, du coup, ça veut dire que ça n'existe pas? Non. Je comprends pas. Alors, il y Parce a une que, deuxième méthode qu'on va aborder, c'est la méthode historique. Après, on a abordé la méthode scientifique et il y a la méthode historique. Là, mais, comme mais Ernst Mayr, il parle de processus historique, c'est ça. C'est ça qui vient parce complémenter que, l'insuffisance de la science pour le débat des origines. parce que par exemple, l'évolution, on peut la constater en laboratoire. Alors, pour la constater en laboratoire, il faudrait déjà prendre des matières inertes, le transformer en une vie primitive, Non, prendre non, ces ça vies c'est pas primitives. ça c'est pas l'évolution, ça c'est l'apparition de la vie. Et ça c'est deux choses différentes. L'évolution, c'est à partir du moment où on a de la vie, comment elle évolue. Et ça, pour le coup, Ça, je suis en désaccord. Je vais t'expliquer bah, pourquoi. c'est, Si tu prends un c'est, cours, si tu achètes un livre de l'évolution de Richard Dawkins ou d'autres, automatiquement, quand ils parlent d'évolution, ils commencent toujours par la biogénèse. C'est un continuum. Si tu oui, prends un mais cours, les si tu deux prends un cours ne d'évolution, sont pas liés. non, si tu prends un cours, si tu vas voir le programme, par exemple à l'université de Berkeley, pour aller apprendre l'évolution, tu passes par la biogénèse. Les évolutionnistes en pratique, c'est un continuum, les deux sujets sont liés. Si on Alors, n'étudie pas l'origine de les la deux vie, sujets on sont n'étudie liés pas parce grand-chose. il y a une porosité, mais par contre, autant l'évolution, on connaît très bien, autant l'apparition de la vie sur Terre, là, pour le moment, il y a un gros point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Il y a tout un tas d'hypothèses qui marchent plus ou moins, mais en tout cas, en termes de preuves factuelles de comment la vie, on est Alors, sûr qu'elle est apparue, ça, pour le coup, il n'y a pas de non, réponse là. sans voilà, perdre du temps sur l'origine de la vie qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vais passer à une étape supérieure. Reproduire l'évolution en laboratoire, ça voudrait dire prendre un invertébré marin, le transformer en poisson, le transformer en tétrapode, transformer en reptile. Là, tu montrerais un peu comme une science, un peu comme une science dure. Les principes, on va parler après, il y a les principes d'Archimède, de Bernoulli, de Pascal en hydraulique. Là, c'est des expériences que tu fais, tu démontres la chose. En laboratoire, on ne démontre jamais des très très gros changements. Ou dans la nature, on a des petites variations, des petites adaptations. On n'a jamais ces gros changements-là. C'est pour Oui, ça. mais du coup, tu fais une distinction entre seconde et heure. Pour toi, c'est pas la même chose par nature? C'est-à-dire que Non, c'est dire pas. que une Mais heure, l'analogie n'est pas c'est bonne. L'analogie n'est pas bonne. des milliers de nanosecondes. Non, non, mais Bah si, justement. parce que si je peux démontrer
qu'il y a des changements microscopiques et que ces changements s'accumulent, bah du coup, si j'extrapole, du coup, ça veut dire que l'accumulation, au bout d'un moment, on passe du grain de sable au tas de sable. Mais il faut pas extrapoler, justement. Non, c'est pas Parce que ça, mais c'est que la vraie par analogie, exemple, en laboratoire, on constate le principe même de l'évolution, c'est-à-dire le fait que des organismes passent à travers le filtre de la sélection naturelle et passent des gènes à leur descendance et du coup, ben, peuvent créer des individus qui sont physiquement très différents ou très peu différents, mais voilà, une couleur différente, etc. Et du coup, ben, en fait, le truc, c'est que l'évolution l'utilise littéralement tous les jours, parce que, enfin, je veux dire, le chien n'existait pas avant. Même le chat sphinx, par exemple, le chat sphinx qu'on voit dans tous les trucs d'Égypte antique, ça a été inventé dans les années 60, hein. Le chat sphinx n'existait pas. Et alors du coup, Alexis, bah, je pense que tu peux parler pendant des heures, on va falloir avancer. Voilà. Moi, je pense qu'on peut oui, mais pas. c'est pour dire Non, mais là, que tu dis le le contraire de ce principe de que changer. tu dis le contraire, par exemple, de Ernst Mayr, qui est l'un des pères de la théorie scientifique de l'évolution, qui dit on ne peut pas prouver l'évolution par une physique expérimentale ou la science de laboratoire. Il faut comprendre ça. Tu extrapoles, c'est dangereux d'extrapoler. Et C'est comme pourquoi si il dit ça? c'est comme si tu disais qu'un homme, entre sa naissance et ses 20 ans, il a pris 2 mètres, donc quand il aura 60 ans, il fera 6 mètres. L'extrapolation, à la L'évolution, limite, c'est pas. Mais non, non, l'évolution, c'est pas l'extrapolation, sur elle a des un limites. individu. Non, D'ailleurs, l'évolution, c'est toujours entre deux populations. Donc, si pas, quand tu parles de non, l'évolution mais il du faut le vivant, voir. Il faut le voir, la eh ben, mais tu macroévolution. peux le voir. Genre, bah, Mais non, par mais on ne le voit exemple, pas. On ne voit jamais. le chihuahua, c'est un loup qu'on a déformé de façon à ce que actuellement le chihuahua ne peut plus se reproduire naturellement avec un loup. Donc, on a créé deux espèces qui pourtant ont un ancêtre commun. Et ça, c'est pas vieux, hein. Ça, c'est ce que les évolutionnistes appelleraient eux-mêmes de la microévolution. Là, on n'a Bah, pas de changement de plan c'est là où corporel. je te pose la question, c'est quelle est la différence entre de la microévolution et de la macro? Quelle est la différence entre une L'analogie, seconde et des heures? l'analogie déjà, du tas de sable, c'est pas la microévolution, c'est des grains de sable, et la macroévolution, c'est l'accumulation des grains de sable. C'est pas comme ça que ça Ah, marche. attends, bah, je veux juste revenir sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. Tu m'as dit, faudrait prendre un poisson, le transformer en tétrapode, c'est ça? Il faudrait le Je voir. sais plus, C'est ça, oui. je sais, mais on est d'accord que quand tu dis ça, tu parles pas d'un individu, tu parles d'une population de poissons qui, par évolution, deviennent Ce une que je veux dire, population c'est de que la tétrapodes. science, ça marche avec de l'observation. Si tu ne l'observes pas, ce n'est pas prouvé par la science. Là, ce que tu me dis, c'est que Mais ça s'est passé comme ça, mais tu n'as pas de preuve. l'observation, c'est pas que la vue. C'est-à-dire que par exemple, on peut observer des choses mathématiquement. On n'est pas obligé de les voir de visu. Mais là, par exemple, l'évolution des chihuahuas, c'est quelque chose qu'on peut voir. L'évolution des plantes, par exemple, la banane qu'on a complètement transformée, c'est quelque chose qu'on peut physiquement voir. Mais là, quand tu parles des chihuahuas, on est dans le genre chien et on a varié à Non, l'intérieur. on est parti du loup. Ensuite, le C'est loup, un canis il a lupus, été chien. domestiqué. Il a été domestiqué, ça donne le chien. Sauf que le chien, justement, on l'a encore transformé. Donc, on a créé tout un tas d'espèces de chiens. Et la race du chihuahua, qui techniquement, génétiquement est un loup, eh ben, ne peut plus se reproduire avec son ancêtre qui vit avec, enfin, son cousin qui vit actuellement avec lui. Et malgré le fait que génétiquement ce soit la même chose, eh ben, on a créé deux espèces différentes qui, naturellement, ne pourront plus jamais se recroiser. Parce Mais que du coup, la on n'a pas taille, la différence consentement. de taille fait qu'ils On peuvent pas a, se reproduire. c'est ça, on a une variation de taille, mais on Oui, n'a pas de ouais. variation de plan corporel. Et c'est là Ah que se trouverait la bah, macroévolution. il fait, disons Tu qu'il as le fait même juste modèle, 300 un fois petit moins modèle et un de... gros modèle. Oui, mais ça, c'est génétiquement la taille, c'est pas un gros facteur. C'est pas quelque chose Mais du coup, d'impressionnant génétiquement. Donc, bref, on va pouvoir en reparler après. Ce pas de que je voulais souci. dire ici, c'est que le débat est davantage historique. Je pense que les évolutionnistes informés le reconnaissent. C'est pas un débat techniquement scientifique, c'est un débat historique. C'est pour ça que moi je prends des citations pour montrer que c'est pas moi seulement qui le dis, mais que c'est accepté comme ça. C'est ce qu'il dit lui-même. Ça ne peut pas être prouvé par les mêmes arguments que la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple. Là, c'est purement de la science dure. L'évolution et la Bah, création, d'ailleurs. je suis pas La création, d'accord, d'ailleurs, mais on est sur des sciences historiques. D'ailleurs, c'est une science historique, c'est pas une science expérimentale. On peut faire des choses en laboratoire, mais c'est très très bah loin oui. de ce qu'il faudrait faire pour prouver la chose. C'est ce que dit ici Jens Meyer. Donc bref. Mais ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai fait là, c'est pas un argument contre l'évolution. Ce que je veux dire là, c'est que
Là, c'est ce que je dis, ça ne veut pas dire que l'évolution est fausse, hein. Quand je fais cet argument-là, je ne dis pas que comme c'est pas de la science, c'est faux. Non. Il n'y a pas que Non, la mais ça, pour science. moi, c'est un appel à l'incrédulité, c'est-à-dire que euh, pour moi, l'idée qu'on ne pourrait pas, euh, avec tous les outils scientifiques à notre disposition, on ne pourrait pas constater l'évolution avec la science classique et pas historique, pour moi, c'est faux. Parce que pour moi, littéralement, rien que les modèles d'IA actuels démontrent le fonctionnement de la sélection naturelle, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça démontre tous les aspects de l'évolution, mais par qu'on contre, toutes les observe, sciences peuvent être ce qu'on utilisées observe, c'est pour... des micro-variations. On n'observe pas de gros changements. L'extrapolation par la suite, il faudrait Mais l'observer, et on une n'observe pas variation, c'est autant dans le quoi? présent que dans le registre fossile. Mais je comprends pas, en fait, je comprends pas trop la terminologie. C'est quoi une variation? Une adaptation, des chiens au Mais poil c'est, long, des chiens au poil court, différents pelages. mais du coup, Voilà, le pelage, il passe d'un état à un autre. T'estimes que c'est un changement ou pas? oui, c'est un changement. C'est ce que, Donc, pas moi, c'est ce que les gens appellent la microévolution. mais du coup, tu dis, il y a que des variations, pas de changement. Il n'y a pas de changement de plan corporel, il n'y a pas des gros changements, c'est ça que je veux te dire. Mais genre, quand par exemple, quoi, Comme un poisson qu'est-ce qui qui passe serait à un un, tétrapode, par exemple. Ça, c'est pas mais par démontré. exemple, bah, alors moi j'estime que si, parce que bah, on a Tiltalik, je suppose qu'on t'en a déjà parlé un Oui, milliard de fois. oui, on va venir tout à l'heure, c'est pas un fossile de transition. Donc, il y a plusieurs Bah, arguments pour ça. j'ai pas parlé de fossiles de transition, c'est toi qui en as parlé. C'est Darwin qui en a parlé, et c'est les évolutionnistes De, qui les ont de cherchés pendant plus de Tiltalik? 100 ans. Et donc, d'ailleurs, à mon avis, sur Internet, je pense que fossile transition ticalique, on trouvera des évolutionnistes qui en parlent dans ces termes-là. Mais bref, là, je trouve qu'on avance un peu vite dans le débat. Vas-y, vas-y. Moi, Autant, alors je précise que je n'ai pas le plan, donc désolé si oui, je non, mais fais c'est. des En sauts. fait, il faut développer un certain nombre de choses avant d'arriver à ces sujets-là. J'essaye, Mais je suis désolé. Mais tu peux m'arrêter, hein, dis Alexis, oui, oui. tais-toi, attends, Ouais, t'inquiète parce que ça pas, va il y a être pas de souci. difficile d'arriver à la fin. Pas de problème, pas de Les problème, sujets je suis intéressants vont désolé. venir. Donc, Ça marche. bon, dans la lignée de ce que dit Hans Mayer, processus historique, méthode historique. Il faut regarder ça aussi. Il n'y a pas que la méthode scientifique pour déterminer un fait, pour déterminer quelque chose. Quand on dit que la Révolution française a lieu en 1789, c'est pas un argument scientifique, c'est un argument historique. C'est pas scientifique, mais c'est vrai. Il y a un ensemble de faisceaux d'indices qui nous dit, voilà, l'histoire nous dit, la Révolution française, c'est en 1789. Le débat sur les origines ressemble à ça. Donc, le travail de l'historien consiste à identifier des sources, à évaluer leur autorité relative, à combiner leurs témoignages afin de construire une image fiable des événements passés. Quand on parle du passé, c'est de l'histoire. La corroboration consiste à confirmer une information en la vérifiant avec d'autres sources indépendantes. Les historiens doivent corroborer les informations en comparant les témoignages des sources primaires avec plusieurs autres sources. Plus un événement est attesté par des témoins indépendants, plus il est fiable. Ça, c'est des paroles d'historiens, etc. En général, on présente souvent le débat des origines, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette analogie-là, comme une enquête médico-légale. Dans une enquête médico-légale réelle, un détective ou un procureur ne se contente presque jamais d'une seule preuve. Le principe fondamental est la convergence de preuves indépendantes, c'est ce qui permet de construire un dossier solide. En pratique, les enquêteurs recherchent plusieurs types de preuves qui se corroborent, des preuves matérielles, des preuves circonstancielles, des témoignages, une reconstitution des événements. Chaque élément pris isolément peut être ambigu, mais ensemble, ils forment un faisceau d'indices. Comment établir des preuves? Un élément circonstanciel n'est pas suffisant à lui seul pour une condamnation ou pour une identification. Un indice n'est jamais suffisant seul pour emporter la condamnation. Un indice non corroboré ne peut fonder une condamnation. Donc, on peut par exemple avoir de l'ADN sur une scène, il y a une signification isolée et une signification combinée. Donc la personne est passée par là, pas forcément. Peut-être qu'il y a un vêtement, quelque chose qui a été emmené sur la scène, il n'a pas forcément été là. Donc il faut une deuxième preuve, par exemple une caméra de surveillance qui là va vraiment prouver qu'elle était là. Après, il peut y avoir un mobile financier pour qui peut justifier pourquoi il y a eu un conflit entre les deux. S'il y a une arme retrouvée qu'elle appartenait à cette personne-là, bon, on commence à avoir un cas assez convaincant. C'est la cohérence de l'ensemble qui convainc. Le débat des origines est similaire. Donc, pour moi, mais je pense que pour beaucoup d'évolutionnistes, le débat des origines, il est un peu comme ça. On va faire appel à différents types de preuves. Il y a des preuves scientifiques, il y a des preuves historiques. Moi, j'aime bien dire que c'est un débat historico-scientifique. Ça fait appel aux deux choses.
Quand on a un fossile, on est d'accord qu'il y a un fossile, quelle est l'histoire de ce fossile, comment il est mort, etc. Il peut y avoir plusieurs paléontologues peuvent fournir plusieurs scénarios. Mais après, il faut un ensemble de preuves, un ensemble d'indices pour le confirmer. Et le seul truc, par contre, où je mets une nuance, parce que je suis d'accord avec toi sur, on va dire, 99% de tout ce que tu viens de dire, excepté un truc, c'est que du coup, pour moi, les preuves n'ont pas le même niveau. C'est-à-dire que, par exemple, une trace ADN, par exemple, si j'ai une trace ADN de quelqu'un, j'ai le sang de la personne sur la scène de crime, j'ai son sperme, j'ai tout ce que tu veux, et par contre, le témoignage dit, ah non, j'étais pas là, tu vois, les deux s'opposent, mais par Là, c'est exemple, pas vrai. moi, l'ADN aura toujours plus de poids que le témoignage, du coup. Ouais, Tu je suis vois, d'accord avec ça. après, là, j'ai fait un exemple grossier, mais c'est juste pour dire que Non, mais c'est intéressant il y pour a le des coup. choses plus fiables, du coup, Oui, oui, oui. pour moi. Et il y a différents niveaux de preuves, comme tu dis, des preuves plus fortes que d'autres. Et Tout à après, il y a la fait. cohérence de l'ensemble, en fait. C'est Donc, ça, c'est ça. quelques sciences dures. Donc, on a les lois de Newton en physique, les équations de Maxwell, l'équation de Schrödinger, la relativité générale. Thermodynamique, on a trois lois connues. En hydraulique, on a principe de Pascal, d'Archimède et de Bernoulli. Mon point ici, de dire ça, c'est des sciences dures. J'ai mis en rouge. Athées, agnostiques, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindous, j'aurais pu trouver d'autres groupes, sont parfaitement d'accord sur ces sujets. Je veux dire, le fait que l'eau va bouillir à 100 degrés au niveau de la mer et à 70 degrés sur l'Everest, tout le monde est d'accord avec ça. Tu peux être musulman, tu peux être Je, agnostique. j'aimerais que ce soit vrai, mais je connais beaucoup de gens qui seraient capables de dire que la Terre est plate, et pourtant, si on prend juste les sciences dures, on peut Attends, démontrer que c'est pas le cas, mais attends. La forme de la Terre, c'est de la science pure, c'est de la science expérimentale, c'est de l'observation. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de théorie, il n'y a ah pas. ben, moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est Voilà. juste, est-ce que tout le monde est Voilà. d'accord avec ça? Je ne sais pas, mais Oui, oui. Non, sur la. Voilà, le platisme, voilà, vaut mieux refermer cette page-là parce on pourrait disserter et on est d'accord ah, là-dessus. je pensais même pas à ça, mais Voilà. Mais voilà, donc en général, sur les sciences dures, bah, tout le monde est d'accord, quoi. Je veux dire, c'est tellement observationnel. Je veux dire, il faut aller dans sa baignoire et faire presser des HML. Tu peux pas être en désaccord, puisque là, ça se voit. Tu vois vraiment de A à Z l'expérience. Donc ça, c'est un point. Je souhaitais aussi faire une petite défense des créationnistes, parce qu'on est souvent taxé d'anti-science, mais je souhaitais rappeler quand même que les inventeurs des branches modernes de la science sont créationnistes. J'ai mis les noms ici, je ne vais pas les citer par manque de temps. Ici, on a deux historiens de la science qui disent même la science n'était pas l'œuvre des laïcs occidentaux ni même des déistes, c'était entièrement l'œuvre de croyants dévoués à un Dieu créateur actif et conscient. J'ai tout un article là-dessus, si ça t'intéresse de le critiquer, après je te le passerai et tu verras, parce qu'il y a beaucoup de choses à je expliquer, passe hein. pas ma vie à critiquer, hein. C'est juste que bah moi Mais le je mot critique pense n'est pas un gros effectivement mot. que non, non, mais en fait, t'as raison dans le sens où je pense que la plupart des gens éduqués à une certaine époque étaient bah, dans une société qui était à grande majorité croyante. Donc, fatalement, c'était des gens croyants. Et j'ai aucun problème avec le fait que des gens croyants fassent de la science. Parce que, bah, pour moi, la méthode Tout le scientifique, monde n'est c'est pas comme toi. justement non, non, mais après, il y a aussi le côté. Je pense que les gens mélangent un peu tout, tu vois. Mais du coup, moi, je pense que les gens peuvent faire de la science justement parce que la méthode scientifique écarte les biais et du coup écarte ce qu'on pense. C'est-à-dire que le fait que moi, par exemple, je crois pas en Dieu n'a normalement pas d'impact sur la réalité. C'est-à-dire, comme tu disais, la poussée d'Archimède, que je crois en Dieu ou pas, ça ne changera rien à la poussée d'Archimède. Et du coup, bah, moi, je crois que n'importe qui peut faire de la science, il n'y a pas de souci. Ok, super. Euh, une citation aussi que j'ai lue et j'ai découverte récemment dans la Ligue créationniste qui dit Dr Richard Bliss était surintendant de l'enseignement des sciences pour les écoles publiques de Racine dans le Wisconsin. À ce poste, il a rédigé une étude marquante en didactique des sciences, montrant que les élèves à qui l'on enseignait deux visions concurrentes excellaient dans la compréhension du contenu et le développement critique. Et donc, c'est entre guillemets pourquoi on fait cette vidéo-là aujourd'hui, pourquoi je la fais avec Alexis, pourquoi je ne l'ai pas fait tout seul, j'aurais pu la faire tout seul, et voilà, et ne pas être interrompu. Mais Je suis désolé. non, mais tu as raison. Mais le but, c'est que pour l'audience, pour celle qui me suit et celle qui te suit, on a accès à deux visions concurrentes. Ça permet de développer l'esprit critique. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai cette démarche aujourd'hui. Et puis même, c'est important aussi de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec nous, parce qu'on n'apprend rien si on n'est C'est qu'avec des clair, gens qui sont tout le temps d'accord avec nous. c'est clair. Alors,
Pourquoi des limites aux adaptations? Du coup, ça, on en a parlé un petit peu. Euh, Là, moi, j'ai des limites aux adaptations ou ce que certains appelleraient la microévolution versus la macroévolution. À mon sens, on observe uniquement des adaptations et des variations mineures au sein d'un genre. Ici, j'ai deux évolutionnistes qui disent, à l'inverse de ce que la théorie classique de l'évolution prévoit, les mécanismes qui provoquent des changements mineurs à mesure que les espèces divergent ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l'évolution du corps des animaux. La question de l'origine des grandes nouveautés morphologiques n'est pas résolue. Les interrogations à propos de la macroévolution sont toujours là, et c'est un réel défi pour la position orthodoxe. La théorie synthétique ne donne pas d'éléments suffisants pour l'évolution. C'est un sentiment qui est partagé par beaucoup. C'est un petit peu le propos que je disais tout à l'heure, cette fois-ci appuyé par des évolutionnistes. Je voulais aussi préciser que quand je cite des évolutionnistes, j'en fais pas des créationnistes, hein, parce que souvent on dit qu'on les cite, ils sont hors contexte, ou non, je les cite en faisant, en précisant un point d'accord que j'ai avec eux. Mais si on va lire ce qu'ils ont dit, ils ne disent pas que le monde a moins de 10 000 ans, que le déluge de Noé c'était il y a 5 000 ans, etc. Donc je leur fais pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. C'est juste De toute qu'il y a un façon, moi, point. je pars toujours du principe que ce qu'on me dit est la vérité. Et du coup, à partir de ça, je vois si ça marche ou pas. Donc, je pars du principe que tout ce que tu me dis, c'est factuel et il y a pas de souci. Je ne vais même pas rebondir dessus. Le seul truc que je me demande, c'est que du coup, comment tu tries les animaux dans ton modèle créationniste? Parce que je t'entends parler de... Parce que je suppose que tu traduis le mot kind les genres, je sais pas, les familles. En fait, j'arrive pas à comprendre comment toi tu tries le vivant. C'est-à-dire pour toi, c'est quoi la différence entre bah, une vache et un requin, par exemple? C'est quoi finalement la différence? Parce que si on regarde au niveau moléculaire, bah, c'est étonnamment, c'est des animaux qui sont composés de carbone. On retrouve des membres en Alors, commun, on ce retrouve serait un des sujet organes qui en commun. pourrait Donc nous c'est quoi la amener, différence? ce serait assez long à expliquer. Il y a un domaine qui s'appelle la baraminologie, t'as dû entendre ce mot-là quelque part. Ouais. Baramine, kind. Donc en gros, il y a des critères Et- pour classer les gens ensemble. Le critère le plus évident, c'est l'hybridation. Maintenant, l'hybridation, c'est pas uniquement l'hybridation directe, hein. Par exemple, un tigre et un chat domestique ne s'hybrident pas directement, mais il y a une chaîne d'hybridation. L'animal A s'est hybridé avec le B, etc. Et en fait, on peut faire une chaîne d'hybridation complète entre les deux. Donc, s'il y a un continuum reproductif complet, on peut les classer dans un même genre. Bon, après, il y aurait Ok, des je comprends. choses génétiques, anatomie, morphologie, comportement. C'est long. J'ai pas prévu de parler de ça aujourd'hui, mais Non, non, c'est juste pour savoir comment tu en tries. gros, Parce que je pense que c'est ça la différence, c'est que juste, vu que chaque famille, des fois, c'est un tout petit truc qui change. Par exemple, pour les dinosaures, bah, il suffit que ce soit un reptile qui ait une position un peu différente des autres et bim, ça fait un nouveau clade. Et du coup, bah, moi, j'estime qu'une petite différence morphologique toute bête amène très rapidement un nouveau clade. Par exemple, on parlait de la taille du chihuahua. Bah, selon ce que tu me dis, le fait que la taille change fait que, eh ben, naturellement, on ne peut plus les hybrider. Alors, pas, voilà, mais, et du coup, bah, moi, je suis en mode, ça colle avec l'idée que je me fais de l'évolution, du coup. oui, oui. Ok, ok. Euh, voilà, on va dire comme il faut avancer, je ne vais pas chercher Pas de souci, pas toujours de à souci. rebondir sur ce que tu dis parce que Non, non, sinon on va c'est pas avancer. Et d'ailleurs, c'est bien parce que le but, c'est pas tellement que tu me convainques moi ou que moi je te convainque toi, c'est l'audience qui compte. Donc non, non, l'audience, mais c'est. c'est à Et puis l'audience de même, voir, moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est de comprendre, parce que en vrai, comprendre tu l'autre. es créationniste, mais tu ne représentes pas tous les créationnistes, et tous les créationnistes ne te représentent pas non plus, En donc fait, c'est important aussi qu'on sache. j'aime me faire mal parce qu'en fait, je suis une minorité chez les créationnistes. En fait, sur certaines positions que j'ai. Voilà, que j'ai pas le temps d'exposer là, mais je rejoins pas pas mal de positions centrales, on va dire. Mais bref. Euh, Je comprends. Deuxième point sur pourquoi des limites aux adaptations. Bon, j'ai parlé du fait qu'on observe des variations mineures aujourd'hui. Et aussi, le deuxième point, c'est qu'on n'a pas de transition progressive dans le registre fossile. On parlera des intermédiaires structuraux parce que je sais que l'argumentation excusez-moi le mot, a évolué dans le temps. Euh, et on a également le problème conceptuel de viabilité des formes intermédiaires. Donc, par exemple, on a le paléontologue Stephen Jay Gould, leader évolutionniste du siècle précédent, à Harvard, qui dit: tous les paléontologues savent que les archives fossiles contiennent très peu de formes intermédiaires. Les transitions entre les grands groupes sont généralement abruptes. Même si nous n'avons aucune preuve directe de transition progressive, pouvons-nous inventer une séquence raisonnable de formes intermédiaires, c'est-à-dire d'organismes viables et fonctionnels entre les ancêtres et les descendants?
À quoi peuvent bien servir les stades initiaux imparfaits de structure utile? À quoi sert une demi-mâchoire en demi-aile? Je précise que Stephen Jay Gould a combattu les créationnistes, qui n'est pas créationniste, qui ne croit pas que le monde a moins de 10 000 ans que le déluge de Noé. Je le rappellerai à plusieurs reprises parce qu'on fait le procès c'est comme si je faisais des créationnistes de ces gens-là. Non. La seule chose que je veux mettre en exergue dans le sujet que j'évoque là, c'est nous n'avons aucune preuve directe de transition progressive. D'ailleurs, il y en a plein de gens, d'évolutionnistes qui disent ça. Il a une solution, qui n'est pas la solution des créationnistes, qui est de dire qu'il y a eu une évolution très rapide dans le passé. Il appelle ça l'évolution saltative ou les sauts évolutifs, des choses comme ça, mais qu'il n'y a pas eu le temps de fossiliser les transitions, entre guillemets. Donc on appelle ça, Alors, oui. pardon. Non, c'était juste, je voulais savoir, c'est quoi pour toi une preuve directe de transition progressive? Ça devrait être quoi? Qu'est-ce qu'on devrait trouver du coup? Alors ben, si je reprends Stephen Jay Gould, et tel qu'on l'envisageait avec Darwin, ben, c'est les histoires des demi-mâchoires ou des demi-ailes, par exemple. Euh, Est-ce qu'on a un Mais, animal qui a une demi-aile ou des demi-plumes ou des choses comme ça? Est-ce qu'on a des bah, phases par vraiment exemple, intermédiaires? on Ou a est-ce par qu'on a que exemple des A ou est-ce qu'on animaux. a que Z, quoi, tu vois? Est-ce qu'on a B, Ouais. C, D, E, F, G, H? Est-ce qu'on a que l'un ou l'autre? Bah, si je peux donner de l'eau à ton moulin, moi, il y a un truc qu'on a actuellement à tous les stades, de la petite cellule au truc le plus complexe, et c'est l'œil. C'est-à-dire qu'on a des animaux qui ont des cellules photosensibles, comme l'œil pinéal de certains reptiles, qui est basiquement qu'une petite cellule qui comprend la lumière. On a des yeux, pardon, beaucoup plus simples, enfin beaucoup plus complexes, mais plus simples que le nôtre, comme par exemple les yeux des limules, les yeux des araignées, par exemple. Et on va avoir nos yeux à nous, qui sont pas les plus parfaits, qui sont des yeux qui voient à Ouais. l'envers et qui ont un trou sur la fovea. On a On les peut yeux bien des avoir les yeux aigles, des et souris. ensuite on a les yeux des crevettes menthes, etc. Et en fait, on a un œil qui fonctionne à chaque stade. C'est juste que, bah, sauf que ça fonctionne pas pour Alors, tout faire. attention, parce que en général, les évolutionnistes sur les yeux, ils disent qu'il y a de l'évolution convergente ou de l'homoplasie. Ouais. C'est-à-dire que les yeux se Ouais, sont oui, développés bah, indépendamment. les yeux qu'on a là, c'est une évolution enfin, c'est de la Ok. convergence évolutive. Et du coup, c'est juste que, bah, un œil, ça sert quand par exemple, il y a de la lumière. Si on est dans le noir, par exemple, un œil, ça sert pas à grand-chose. Donc, bah, il y a des animaux qu'on n'ont pas spécialement besoin. Il y a des animaux qui ont de l'écolocalisation et qui ont d'autres moyens de se déplacer. Et justement, mais ça montre par contre que l'idée de perfection, l'idée qu'il y a un espèce de stade ultime de l'œil, et ben ça, c'est une idée qui est fixiste. Et du coup, ça, je pense que Gould pense ça. Et ça, enfin, moi en tout cas, ce n'est pas ce que je pense. Et je pense que l'évolution démontre qu'il n'y a pas de meilleure option. C'est-à-dire, il y a la meilleure option dans un cadre donné, c'est-à-dire, si je suis un prédateur dans une forêt, avoir une vue exceptionnelle, c'est un avantage. Avoir une vue en 3D, c'est-à-dire les yeux pas sur les côtés, mais devant, c'est un avantage. Par contre, si je suis dans une caverne, c'est pas spécialement un avantage, donc bah, on s'en fiche. Et du coup, il y a à côté, dire c'est parfait, parfait par rapport à quoi? Et du coup, j'ai l'impression que lui se place toujours par rapport à l'humain, c'est-à-dire dire l'animal le plus parfait, ou en tout cas l'être le plus parfait, c'est l'homme. Non, après, Et je te ça, rejoins. et ça, je ne pense pas que ce soit vrai. Alors moi, je te rejoins sur un point, c'est que, en tout cas dans le créationnisme, c'est ça qu'on le voit, l'homme, par exemple, n'est pas plus complexe, enfin, comment dire, il n'est pas plus évolué que le singe ou le chimpanzé, dans le sens où Ouais, l'homme ne peut pas faire ce que fait le pour moi, il est chimpanzé, autant évolué que le et reste. le C'est-à-dire chimpanzé qu'il ne peut a. pas faire ce que fait l'homme. Donc en fait, chaque organisme a des spécificités, des qualités, et donc après, bon, bah, ça sert Ouais. à rien d'aller reprendre les qualités du poisson. Effectivement, les singes n'ont pas ces qualités-là, et les Bah, qualités du singe, le poisson ne l'a pas. Donc faut pas les comparer, en fait. Ah bah moi je compare rien En du termes de tout, et je me complexité. dis si l'intelligence ou la perfection d'un organisme, c'est sa capacité à survivre dans son environnement, alors bah actuellement tous les animaux et tous les êtres vivants actuellement maintenant sont évolués et intelligents de la même manière. Pour moi, il y a pas de plus ou de moins. C'est juste que eh ben, si le climat change et si l'environnement change, eh ben, on va se retrouver avec des animaux qui ne sont plus adaptés, comme par exemple l'ours polaire qui perd son habitat, etc. Bah, tu vois, par exemple, moi j'étendrais même ce raisonnement-là au Cambrien. Quand tu vois, par exemple, les yeux des trilobites, ils ont des yeux qui pouvaient Mhm. voir quasiment à 360 degrés, Bah, ils pouvaient voir clairement dans l'eau. Est-ce que les plongeurs aujourd'hui, ils aimeraient avoir ces yeux-là et pas mettre de masque? ouais, Donc, tout tu à veux, fait. et c'est un argument créationniste, c'est-à-dire que la complexité maximale en termes de technicité, elle apparaît dès le début.
avec les yeux des trilobites, qui sont les premiers yeux, si je ne me trompe pas, du registre fossile. Et donc là, on voit que dès le début, en fait, on a de la Euh, je, complexité. On n'a pas de montée en en fait, complexité au fil du temps. Ah bah, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que si, en fait, je peux donner. En fait, tu ne vas jamais trouver un œil humain, par exemple, avant, au tout début de la vie, par exemple. Oui, mais les yeux des C'est-à-dire que trilobites aussi normalement, les yeux des trilobites sont plus bah, les complexes yeux d'un du point de vue trilobite mieux, sont mieux que ceux en des humains. fait, ils sont complexes par rapport à beaucoup d'autres animaux. Ils sont complexes, mais par contre, ils sont quand même pas au niveau de ceux des humains. Et encore une fois, les trilobites, c'est quand même pas le début de la vie, hein. Il s'est passé quand même pas mal de choses avant, Je hein. disais les trilobites parce que c'est les premiers yeux. Ils apparaissent quand même très tôt. Et, euh, et après, bon, bah, ils sont capables de voir aussi dans des lieux sombres. Je pense qu'ils avaient des yeux très très bonne qualité. Bon, après, bref. Ah oui, ça, par contre. Bref. Euh, je voulais dire un mot sur la datation radiométrique. Tu vois, il y a beaucoup de sujets. Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est important. Non, non, mais t'inquiète, vas-y, vas-y. Parce que, à la base, les millions d'années viennent avant Darwin. Darwin se repose beaucoup sur Charles Lyell, qui est l'un des pères de la géologie terre vieille, avec James Hutton d'ailleurs. Et donc, à leur époque, il n'y avait pas la datation radiométrique, mais l'idée des millions d'années était venue parce que on disait qu'il y avait une lamine qui se déposait annuellement, une couche sédimentaire, une lamine, un peu comme j'ai derrière moi. Donc une lamine, et puis une lamine peut faire une strate. Donc l'idée, c'était que beaucoup de lamines, ça fait beaucoup d'années, donc ça fait des millions d'années. Mhm. Il me semble de tête qu'on doit être environ à 10 ou 15 kilomètres de colonne géologique. Même si on ne la trouve pas en un seul endroit sur Terre, c'est à peu près ça que ça représente. Ce sera vérifié. Mais ensuite, Je pense le, que c'est plus que ça. le- du Cambrien, je voulais dire, hein, du Cambrien jusqu'au... Ah, d'accord, ok. Je ne prends pas tout ce qui est avant, sinon c'est beaucoup plus. Euh, Au niveau de la... Après, on a commencé à avoir la datation radiométrique, les années 50, les années 60, et c'est là que se sont développés, que se sont consolidées l'idée des millions d'années et des milliards d'années. Alors, alors, je précise qu'il y avait quand même déjà l'idée de millions avant, parce qu'il y a des gens qui avaient Oui, fait mais des Charles tests Lyell, au avec le 19e siècle, on avait déjà refroidissement. les millions d'années. Ouais, mais c'était, disons on va dire que là où je te rejoins, c'est le côté, pour eux, c'était hypothétique et c'était basé sur des trucs un peu à la louche. Bon, voilà. Mais effectivement, c'est plus dans les années 30, 40, 50 que ça s'est stabilisé sur Ouais, la date, notamment quoi. avec un certain Claire Patterson en 55 qui a publié l'étude de 4,5 milliards d'années pour la Terre. Donc la datation radiométrique, c'est ce qui sous-tend la paléontologie évolutive, parce que ce sont ces méthodes-là qui vont dater les laves volcaniques avec les méthodes comme potassium-argon, rubidium-strontium, uranium-plomb, euh, et ainsi de suite. Donc l'argument créationniste ici, c'est de dire qu'il y a des hypothèses sous-jacentes dans ces calculs-là. On fait l'hypothèse d'un taux de désintégration constant. On fait l'hypothèse qu'on connaissait les conditions initiales, qu'il n'y avait pas l'isotope fils ou fille initial, le produit de décomposition. On fait l'hypothèse d'un système fermé, de pas de contamination. Donc, il y a eu des projets créationnistes qui ont été faits dans les débuts des années 2000, RAIT, Radioisotope and Age of the Earth, ça doit s'appeler, qui ont montré que la possibilité d'un taux de désintégration accéléré dans le passé est une possibilité, que les conditions initiales ne peuvent pas être connues avec certitude, et qu'on n'est pas en système fermé, et que tout ça, ça va venir brouiller la composition chimique de la roche. Ce qui m'amène à cette slide-là. Parce que pour savoir si la datation radiométrique marche, les créationnistes se sont dit, à la suite de l'éruption du mont Sainte-Hélène dans les années 80, même s'il y avait des datations qui étaient faites avant, on va tester ces datations radiométriques sur des roches d'âge connu historiquement. Par exemple, il y a des éruptions volcaniques dont on connaît la date d'éruption par la méthode historique. Par exemple, on sait qu'en Italie, il y a eu une éruption en 122 avant Jésus-Christ. On sait qu'à Hawaï, il y a eu une éruption en 1959, et ainsi de suite, et le Mont Sainte-Hélène en 1980. Quand on utilise les méthodes de datation radiométrique sur ces roches-là, l'âge, entre guillemets, scientifique qu'on obtient avec la datation radiométrique donne des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, alors que les roches sont beaucoup plus jeunes que ça. Donc d'un point de vue créationniste, ce constat-là fait que la datation radiométrique, à l'exception du carbone 14, sur laquelle je reviendrai après, qui est une datation radiométrique, mais qui est sur les matières organiques, donc qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même
mieux parce que sur les objets archéologiques, on peut constater que ça marche bien. Mais les roches d'âge connu ne sont jamais bien datées par la datation radiométrique. Alors, j'ai une question. Ces chiffres-là viennent d'où? Alors, j'ai un article où je recense les différentes publications. Là, je les ai mis en abrégé dans le tableau à droite, là. Et sinon, sur mon site, j'ai un article qui parle de ça en long, en long, en large. Mais je reprends les données d'autres, hein. C'est pas moi qui, évidemment, n'étant Oui, pas non, mais je géologue. me doute, hein. Voilà. Je dis pas que c'est toi, hein. Mais ok, Voilà. ok. Donc, après, il y a des arguments. euh, tu- voilà, si tu réponds pas tout de suite, tu répondras après dans une autre vidéo, etc. Voilà, c'est pas grave. Au contraire, si on peut avancer, c'est tant mieux. Ça, c'est l'interprétation Non, non, créationniste, mais hein, c'est. c'est. Bah, non, mais ça m'étonne que des études scientifiques, enfin que tu utilises des études scientifiques pour dire que les études scientifiques sont fausses, parce que du coup, tu es en train de dire que les datations, du coup, quand quelqu'un dit que la Terre a 4,5 milliards d'années, c'est faux. C'est faux. Par exemple, sur Oui, la mais datation de la du Terre, coup, ça veut dire que son étude qui dit qu'elle a 4,5 milliards d'années, elle est fausse. alors elle est fausse, alors il faut expliquer, hein, parce que Oui, c'est un peu mais arrogant de le dire. elle est nécessairement fausse vu qu'elle n'a pas 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire que le problème de la datation radiométrique, ce sont les hypothèses dans les calculs. Taux de désintégration, conditions initiales connues. Par Oui, exemple, mais du coup, peu importe pourquoi. De toute façon, c'est hypothétique, hein, c'est un exercice de pensée. Il y a des études qui disent que la Terre a 4,5 milliards d'années. Ces études sont donc nécessairement fausses, moi je pense qu'elles vu sont que la fausses. Terre n'a pas 4,5 milliards d'années. Ça engage que moi, hein, mais je pense qu'elles sont Oui, fausses. oui, non, mais j'entends. On s'en fout de savoir pourquoi elles sont fausses pour X ou Y raison. Mais du coup, la question, c'est si ces études-là sont fausses et du coup la Terre n'a pas 4,5 milliards d'années, pourquoi tu estimes que du coup les études-là sont vraies? Alors que c'est techniquement. Je vais t'expliquer. Je vais essayer. Vas-y, vas-y, Alors, vas-y. dans le cas du Mont Sainte-Hélène, il y a une éruption en 1980, en 1986. Steve Epstein a envoyé ces roches-là au laboratoire pour être datées. Les datations sont ressorties entre 350 millions et 2,8 millions d'années. En fait, Mais selon. ça, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis, Non, ça, mais je c'est vais t'expliquer certainement très pourquoi, vrai. pourquoi on a obtenu ça. Déjà, les Mais différentes non, non, hypothèses. Non, mais je vais t'expliquer c'est pas. pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. C'est ça qui est important d'expliquer. Il ne faut pas le dire gratuitement. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je crois que c'est faux ce qu'il dit là. Enfin, que c'est pas le bon chiffre. Le seul truc, c'est que euh, est-ce que c'est la conclusion de l'étude ou est-ce que c'est juste ces chiffres? Parce que si la conclusion de l'étude c'est ah donc nos datations sont fausses. Tu vois, il y a quand même une différence entre dire j'ai des chiffres incohérents parce qu'on sait que le Mont Sainte-Hélène c'était en 86. Donc ça peut pas y être à 2 millions d'années. On le sait. Ah oui. Donc je me doute que Alors, c'est faux. Mais du coup, la question c'est du coup, est-ce qu'il a dit donc nos datations sont fausses, donc ça veut dire que la Terre n'a pas cet âge-là, ou est-ce qu'il a dit donc notre méthode qu'on a utilisée n'est pas la bonne? Et c'est ça la là, conclusion, c'est de c'est dire que la ça que méthode. j'irais vérifier. Oui. Donc, la conclusion, c'est de dire que la méthode de la datation radiométrique, à l'exception du carbone 14, ne fonctionne pas. Si De je vais manière voir la générale. source Austin 96 ou Alors, Steve Austin, c'est un géologue créationniste, hein. Ah non, Donc, mais moi, je dis pas que. Et franchement, je pense que tous les chiffres que tu as donnés sont vrais. Moi, la seule truc que je me demande, c'est si les conclusions que tu en fais sont les bonnes ou pas. C'est-à-dire, est-ce que du coup, quand les gens ont eu ces chiffres, ils se sont dit, ah, donc la Terre n'a pas 4,5 milliards d'années. Parce que du coup, ça voudrait dire que toutes les études que tu as données sont en contradiction directe avec le consensus scientifique. Et donc, dans ce cas-là, oui. dans ce cas-là, ça devrait poser problème. Et du coup, si ça n'a pas posé problème, parce que là, on part du principe que c'est dans les années 90, hein, donc ça veut dire que là, on est en 2026, la Terre a toujours 4,5 milliards d'années. Donc, est-ce que ces études sont fausses ou est-ce que ces études n'ont pas la conclusion que tu penses qu'elles ont? Alors, moi, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les autres. Hein, comme je dis, j'embarque pas tout le Et monde je dans, ne les dans mon connais bateau. pas, donc Voilà. je te Moi, crois sur parole. l'explication que je veux te donner, c'est que je vais t'expliquer pour la Terre, les 4,5 milliards d'années, et je vais t'expliquer pour le Mont Sainte-Hélène. Comme ça, tu auras les deux exemples. Vas-y, Pour vas-y. le Mont Sainte-Hélène, on a utilisé la méthode potassium-argon. L'idée, c'est que le potassium se désintègre en argon. Quand on regarde ce qu'il y a dans la roche, on regarde la quantité d'argon qu'il y a, on se dit, tiens, selon la quantité d'argon qu'il y a, ça fait tant de millions d'années, parce que la demi-vie de l'argon, c'est ça.
Et donc, il faut tant de temps pour arriver à ça. Donc là, il y avait une quantité d'argon qui correspondait à plusieurs centaines, à plusieurs millions d'années. On s'est rendu compte que l'argon ne provenait pas de la désintégration radioactive du potassium, mais que dans l'éruption volcanique, dans les gaz qui s'échappaient, il y avait de l'argon, et que ces gaz ont été piégés dans la roche. Et donc, il y avait de l'argon qu'on dit non radiogénique. Donc en fait, si tu calcules le l'argon non radiogénique comme étant radiogénique, tu as un âge gonflé. Tu vois? C'est la même chose pour les 4,5 milliards de Mhm. la Terre. On a calculé l'âge de la Terre sur la base de météorites. On n'a pas calculé l'âge de la Terre selon des roches terrestres parce qu'on dit que la Terre, elle a été il y a du métamorphisme, etc. Et donc, on ne peut pas retrouver les roches les plus anciennes, entre guillemets. Les météorites sont censées représenter l'état ancestral. Et Mais du donc, coup, il dans y avait des météorites il y a 4,5 milliards d'années? ces météorites-là qui sont, voilà, qui sont censés avoir l'âge de la Terre, eh bien, ces météorites-là, on a dit, elles ont 4,5 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle quantité de plomb. Il y avait beaucoup de plomb, et la quantité de plomb correspondait à Et 4,5 milliards c'est... d'années. Mais le Tu plomb, on connais s'est l'étude rendu en compte, question ou pas? oui, 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 tout est dans mon article là, et donc Ok. en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas radiogénique, parce qu'il y avait beaucoup plus de plomb que l'uranium ne pouvait en produire. Donc, Mais alors, t'es sûr qu'on n'a pas fait d'études sur les roches terrestres, donc pas météoritiques? On n'a pas daté de roches terrestres. alors si, on a daté des cristaux de zircon, on a daté des diamants, on a même C'est daté des le diamants, par zircon exemple. en Australie Ouais, et au 4,4 Canada, milliards par d'années. exemple. On a daté Ouais. des diamants, par exemple, qui avaient 6 milliards d'années. Et donc là, Mais les du coup, ces évolutionnistes datations-là sont fausses, alors du coup. ont dit, il y a un problème, il y a du plomb qui vient de je ne sais où, mais c'est pas du plomb radiogène. Donc en gros, c'est ça l'explication, c'est qu'on peut avoir des conditions initiales qui nous trahissent, et on peut avoir des taux de désintegration accélérés. Par exemple, dans le cas du projet RATE, que j'ai listé ici, Mhm. on a étudié les cristaux de zircon. Et donc, en fait, un cristaux de zircon qu'ils ont daté, selon la désintégration uranium-plomb, ça faisait 1,6 milliard d'années. Mais selon l'hélium qu'il y avait dedans, ça faisait 5 à 7 000 ans. Donc, tous les détails sont à retrouver dans ce projet RATE-là. Et donc, en fait, selon ce que tu Ouais, vas chercher dans la je roche, te crois sur parole, hein, pour les chiffres, il n'y a pas de souci. selon ce qu'on va chercher dans la roche, on trouve des âges incohérents. Donc, c'est pour ça que les créationnistes disent, je suis d'ailleurs pas forcément le meilleur pour l'expliquer, hein, mais j'essaye. Le carbone 14, à part le carbone 14, que je vais traiter séparément, les méthodes de datation radiométrique ne marchent pas. Par exemple, là, j'ai récupéré une parmi d'autres citation d'un géochronologue qui dit: comme il est impossible de distinguer un isochrone valide d'un isochrone apparent uniquement à la lumière des données isotopiques rubidium-strontium, il convient de faire preuve de prudence dans l'interprétation de l'âge isochrone rubidium-strontium de tout système géologique. Un isochrone observé ne définit pas nécessairement une information d'âge valable pour un système géologique, même si un bon ajustement des données expérimentales est obtenu lors du tracé. Ce problème ne peut être négligé dans l'évaluation de l'échelle temporelle numérique. Voilà. Mhm. Donc là, voilà. Bon. Non, mais du coup, enfin, moi, tout ce que tu viens de dire ne me pose pas de problème. Le seul truc qui m'étonne, c'est que du coup, tu utilises des études scientifiques pour démontrer que les études scientifiques se trompent du coup. Bah, c'est ce que font les scientifiques. Je veux dire, tu fais une publication qui va contredire un point précédent, pas forcément tout contredire, hein, contredire certains points. Donc oui, Oui, euh, toi tu mais du pourrais coup, utiliser comment t'expliques que le tu consensus pourrais, scientifique soit toujours le même? bah, tu comprends maintenant pourquoi Enfin, j'ai non, mais commencé. Tu comprends pourquoi pour j'ai toi, commencé mis à par ça. part le fait que ça, oui, mais pourquoi le fait que Parce que je pense que le ça, consensus peut se tromper. que ces études-là, si elles disent ce que tu dis, parce que moi je pense, je ne les ai pas lues, donc je ne sais pas, mais moi je pense qu'elles n'ont pas les prétentions que tu dis qu'elles ont. Mais du coup, si c'est vrai ce que tu dis, comment ça se fait que du coup, bah, l'âge de la Terre n'a toujours pas changé? Est-ce que c'est parce que tu penses que justement peut-être tu as mal compris la finalité de ces études Ce que je te ou donne là, qu'elles c'est un sont argument fausses? créationniste, hein. Les géologues créationnistes, c'est l'argument qu'ils défendent. Ok, Voilà, ok. c'est un argument créationniste, hein. C'est pas Ouais, oui. j'ai aucun doute que tu trouveras. Je dis bien des créationnistes, hein. Bah, si tu me dis des Ouais. évolutionnistes, ils ne seraient plus évolutionnistes s'ils avaient compris ça. Voilà. Non, non, mais moi,
comme je t'ai dit, hein, je pense pas que les chiffres que tu m'as montrés sont faux, hein. Je dis juste que si un scientifique dit on peut pas faire confiance à tel ou tel chiffre, bah du coup, forcément, la littérature scientifique doit prendre en compte ce fait-là. Voilà. Après, ça nous amènerait sur d'autres discussions. La philosophie qui sous-tend l'évolution, c'est pas si simple que ça d'aller à Bah parce que pour moi, ça ressemble beaucoup à un appel à l'incrédulité, c'est-à-dire dire, ouais, mais des fois la science c'est un peu pourri ou des fois la science on sait pas trop, Ah, ils si, écoutent moi, je pas, rentre sur il le y a certains terrain. scientifiques qui disent des Moi, choses. là, moi, j'ai pas. Toi, tu m'amènes sur le terrain. Pourquoi les scientifiques n'ont pas eu ma conclusion? Moi, je te Non, parle de tout. je pense Je te que parle de tout, je j'ai parle pas pas de lu moi. la conclusion. Oui, je sais, mais Moi, je j'ai parle pas pour lu moi. la Je veux dire, je les ai conclusion pas de embarqués dans l'étude. mon bateau. C'est juste que, en fait, cette petite prétention de dire que cette méthode de datation ne peut pas marcher, pour moi, c'est un truc qui est tellement énorme que ça peut pas Oui, être bon. juste balancé entre la poire et C'est le un- fromage, tu c'est vois. un- c'est une bombe nucléaire, ce que j'ai dit là, sans vouloir faire jeu de mots. Oui, non, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que ça Je suis remet d'accord, ce que je dis, c'est très choquant. littéralement tout en Ça remet question. tout en question. Et du coup, il y a un côté, Et j'ai expliqué pourquoi. Je ne me suis euh, pas contenté de le dire gratuitement. J'ai expliqué sur le corps et ADN. je ne dis pas J'ai que tout dit tu gratuitement. mens ou que tu te trompes, hein. Je dis simplement que du coup, moi, j'aimerais voir l'abstract et voir si justement il y a un moment où ils disent que du coup, les datations terrestres ou les datations officielles de telle ou telle chose ne sont pas bonnes. Parce Écoute, que du coup, je te on peut laisserai douter de beaucoup de regarder. choses. Je te laisserai Ouais, regarder non, une mais vidéo, on voit je regarderai avec comment plaisir. continuer. Euh, Oui. voilà, j'ai engagé, c'est moi qui le dis, donc j'engage. Les créationnistes le disent, ça je Je, le confirme. Et Je après, je pars dis du pas que les principe que tu me dis évolutionnistes. que la vérité et il n'y a pas de problème. Ok? Oui, Et oui, même oui. si tu te trompes, eh ben, je dirais que tu t'es trompé de bonne foi. Voilà, Il non, ben, comme j'ai dit au début, il peut y n'y a avoir pas de des souci. erreurs. Pour moi, c'est un exercice un peu sportif aujourd'hui. On peut faire un sport et pas réussir, tu vois. Peut-être que je vais pas Non, non, réussir. mais Donc, il y voilà, a pas de problème. je viens avec modestie. Après, je voulais dire également un mot, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. Beaucoup de sujets à aborder. Euh, il y a d'autres méthodes de datation dites non radiométriques. Rien à voir avec tout ce qu'on a parlé avant, hein. La quantité Mhm. d'hélium dans l'atmosphère, l'accumulation de glace, de boue, de sel dans l'océan. Dans mon article également, je recense tout ça et je mets des données. J'ai deux articles d'ailleurs. Et tu avais parlé aussi du fait que bah, les ammonites sont des marqueurs stratigraphiques qui, en soi, peuvent aider à la datation sans être datés directement. Du coup. Oui, mais du coup, c'est la datation radiométrique qui a daté la roche, qui nous a permis de dater Ouais, l'ammonite, et l'ammonite nous permet de dater la roche en retour. c'est Donc, si ça. la Mais vu qu'on datation peut pas radiométrique est tout fausse, dater, voilà. bah, si on Mais, l'utilise comme des marqueurs stratigraphiques, c'est qu'a priori, c'est à peu près fiable. C'est sûr ça nous que, permet de par contre, dire si où on est-ce veut qu'on est être dans la beaucoup colonne plus... géologique. Maintenant, Tout la à fait, date de voilà. cette étape-là, ça, c'est ce qui est discuté. C'est, si on veut vraiment être très précis, là, on est obligé de faire une datation isotopique et on peut pas se contenter de ça. Mais bah, par exemple, pour les ammonites, eh ben, vu il y en a des milliards, on peut pas tous les dater, donc on est obligé de faire un peu, voilà, en Oui, gros. oui. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup moins précis, mais ça peut dire, bah, on est au Jurassique, voilà, on est dans Voilà, ces voilà. Mais eaux-là. après, le Jurassique, c'est il y a combien d'années? Ça devient de la datation radiométrique. Tout à fait. Ce que moi, je remets en question. Enfin, en tout cas, Euh, à la base, les temps géologiques, ça n'a pas été fait par radiométrie, parce que ça a c'est ce que je été, disais, c'est c'est le plus principe de par rapport à la superposition. matière. Voilà, c'est par rapport à Et est-ce que c'est de la d'ailleurs, craie, est-ce que c'est de l'argile, est-ce que c'est je autre dois chose. avancer parce que je Et dois en ensuite, parler. c'était, pardon, Je vas-y. dois en parler de ça. Donc, ici, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Ça, ce sont des méthodes de datation qui ne donnent pas des milliards d'années. Par exemple, la quantité d'hélium dans l'atmosphère, ça met une hauteur maximale de 12 millions d'années. L'accumulation de boue et de sel dans l'océan, ça donne une barrière haute de 62 millions d'années, par exemple. Parce qu'on sait quelle quantité de boue et de sel rentre chaque année, quelle quantité en ressort. On peut faire des calculs et on peut se dire bon, ah bah, combien il a fallu pour arriver à ce niveau constaté aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des choses ici. Il y a le paradoxe du jeune soleil faible, qui est un argument très intéressant, qui montre que le soleil était 30% plus froid. Il y a, si l'univers a des milliards d'années, ça veut dire que le soleil était plus froid. Il y a 3 milliards d'années, il était 30% plus froid, parce qu'il y a des réactions dans le cœur du soleil qui fait qu'il se rétrécit, qui fait qu'il est plus brillant. Et plus on avance dans l'histoire, plus il est brillant. Plus on recule dans l'histoire, moins il était brillant. Et donc, en fait, ça voudrait dire que le,
la Terre était une boule de glace à cette époque-là et que la vie n'était pas possible de démarrer. On appelle ça le paradoxe du jeune soleil faible. Même type de problème avec la récession de la Lune par rapport à la Terre. Si elle était trop proche, ça aurait créé des tsunamis tous les jours, enfin, voilà, ça aurait créé des problèmes. Bref, je ne m'étends pas là-dessus parce qu'il y a trop de choses à traiter par la suite. Mais il y a mes articles là-dessus où tu pourras rebondir si le cœur t'en dit. Ouais, et après, tu sais, les trucs sur l'espace et tout, je suis pas expert du tout. Donc, je te crois, là, pareil, je te crois sur parole. Oui. Alors, je voulais dire également un mot sur eau et sédiments. Les géologues s'accordent à dire qu'une très grande partie des strates sédimentaires continentales contiennent des fossiles marins comme des coraux, des trilobites, des ammonites, des brachiopodes, etc. On estime que 70 à 80% des roches sédimentaires sur les continents ont été déposées dans un environnement marin. Je pense que ce n'est pas une information qui fait trop débat. Tu me diras si tu es en désaccord ou pas. J'ai mis quand même trois Non, références. a priori, non, c'est bon. Par exemple, on trouve de tête les strates du Cambrien, de l'Ordovicien et du Silurien. Ça se trouve, je pense, dans le Massif central, dans les Pyrénées, dans les Alpes, en Vendée, en Bretagne, etc. Tu trouves ces strates d'animaux marins au milieu des pays. Même dans la Marne, il y a plein d'ammonites aussi. Oui, si, il y a des ammonites, oui. Bon, dans le nord de la France, il y a pas mal Donc, d'ammonites. pourquoi Donc, je c'est cite ça? mésozoïque, hein, basiquement. Pourquoi je cite ça? C'est pour commencer à dire qu'on a des traces éventuelles du déluge de Noé. Parce que s'il y a eu un déluge de Noé, tu es d'accord avec moi qu'il faut trouver des traces d'eau ou des traces de passage de l'eau sur la Terre. Tout à Sachant que les fait. déluges de Noé, Et pas une petite trace, une trace. bah, une petite trace. Bah, 70 à 80%, C'est c'est une grosse trace, par Oui, exemple. voilà. Non, mais c'est parce que pour rappel, pour les gens, pas pour toi, je sais, mais enfin, toi, tu es d'accord avec le déluge tel que décrit la Bible, donc 40 jours, 40 nuits, un an de déluge, enfin d'inondation, pardon, et après l'eau Il se retire. qui s'en va, voilà, qui se retire. Alors, je ne sais pas en combien de temps, mais voilà, on va dire que c'est dans 150 les un jours. an, quoi. Voilà. Bon, bref, voilà. Et on est d'accord sur cette période de temps. C'est ça, voilà. Ok. Donc, au bout de Bah 150 voilà. jours, la Terre est complètement inondée. C'est là qu'on Ouais, place le Crétacé à la moitié du déluge. Et après, on a la phase de récession des eaux qui va concerner le Mésozoïque, le Cénozoïque. Donc, j'entends. voilà, le déluge, le modèle créationniste, c'est le modèle de la tectonique catastrophique des plaques du docteur en géophysique John Baumgartner qui a un site internet globalflood.org pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, scientifique qui est derrière ce modèle-là. Donc, le déluge, c'est une activité tectonique avec la rupture des dorsales, la naissance des dorsales océaniques, du magma chaud qui sort du fond des océans, qui crée des geysers. L'eau retombe sur les continents, ça fait des pluies diluviennes pendant 40 jours. Le nouveau sol océanique, eh bien, il est chaud, il est moins dense, il prend plus de place. Le sol océanique monte comme si on montait le sol d'une baignoire et l'eau est renversée sur les continents. On a des tremblements de terre océaniques qui vont créer des tsunamis, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on explique les transgressions marines et notamment pourquoi on a 70 à 80% des roches sédimentaires sur les continents qui ont été déposées en environnement marin. Il y a aussi des roches volcaniques qui s'expliquent aussi dans l'activité volcanique du déluge. Euh, Alors j'ai juste une question, c'est les sources que tu as données là, les trois sources, parlent du déluge? non, Mais, c'est, et je du, vais digresser un mais peu, du coup, excuse-moi. ce que tu dis, ça vient d'où? Ce que j'ai dit, ça vient de globalflood.org, Ok, le merci, docteur en géophysique John Baumgartner. Là, les trois ça marche. références que je mets là, c'est uniquement pour les roches sédimentaires. Je reprécise que les évolutionnistes peuvent l'expliquer aussi. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a que les créationnistes qui expliquent ça. Ah, c'est juste pour... Voilà. pas de souci. Deux nouvelles citations de Séculier. Alors, pardonnez-moi de préciser Séculier, évolutionniste, créationniste, j'aime pas donner des étiquettes aux gens, mais je dois le préciser quand même parce que sinon, on ne sait pas qui a dit quoi, qui est machin, etc. Donc, je préfère quand même le noter. Au moins, on sait qui parle, quoi. Et voilà, je ne trompe pas. Donc, sur le site Desert USA, dont j'ai mis la référence en bas, on va lire la citation suivante. Des coquillages ont été trouvés d'un rivage à l'autre sur des sommets de montagne et en de nombreux endroits entre les deux, partout dans le monde. Il dit encore, les calcaires au sommet du mont Everest contiennent des fossiles provenant de roches carbonatées et ce sont pour la plupart de tout petits animaux marins invertébrés de petites coquilles. Donc là, pareil, tu dois comprendre là où je veux en venir.
si on a des traces de fossiles marins partout dans le monde, si je reprends la citation, et sur le mont Everest, qui est l'endroit le plus élevé sur la planète, eh bien, on a des traces d'eau, de passage d'eau. Donc ça, c'est voilà, c'est un argument. Les évolutionnistes aussi l'expliquent, il n'y a pas de souci, mais les créationnistes l'expliquent par le fait que les montagnes ont surgi à la fin du déluge, après tous les mouvements tectoniques qu'il y a eu pendant la première phase du déluge. À la fin du déluge, il y a eu un réajustement vertical. Le psaume 104 dans la Bible parle de l'érection des montagnes et du creusement des vallées. Parce qu'en fait, dans la tectonique catastrophique des plaques, on dit que l'océan, en fait, le sol océanique a fini par se refroidir, le sol s'est baissé, a baissé, et donc ça a permis aux eaux de se retirer de la terre, de creuser des canyons, voilà. Et donc, en fait, le mont Du coup, Everest n'a j'ai pas été juste une inondé, question. le mont Everest a été sorti de l'eau à la fin du déluge. J'ai une question. Le déluge, on est d'accord, tu m'as dit c'était il y a 5300 ans ou c'est moi qui dis n'importe quoi? Alors, moi, j'ai calculé la date du déluge, enfin, moi, sur la base d'un autre chercheur créationniste du nom de Henry Smith, qui classe le déluge à environ 3298 avant Jésus-Christ. C'est approximatif parce que dans la Bible, on a des âges qui nous sont donnés, mais c'est des âges arrondis. On ne dit pas si telle personne avait 130 ans ou 130 ans et 11 mois, tu vois. Et donc, en fait, tu as un Hmm. effet d'arrondi qui fait que tu ne sais pas exactement à l'année près. Donc, quand je dis 3300, ça pourrait être 3400 ou 3200, quoi, en gros. Et j'ai une question, mais si les datations sont fausses, est-ce que tu penses que la marge d'erreur sera toujours la même? C'est-à-dire, par exemple, on a deux roches du même endroit qui ont été datées. La datation est fausse. Ça nous dit 4 milliards d'années, enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que les deux datations vont être les mêmes ou pas? C'est Ou possible. est-ce que c'est aléatoire Bah, je peux pas répondre exactement là. Je peux pas répondre avec certitude. Je pense que ça peut être la même chose. Euh, les mêmes mécanismes de contamination peuvent avoir Bah, affecté les roches de la même manière, quoi, en gros. parce que, en fait, je suis en train de me demander, on sait que le mont Sainte-Hélène, du coup, n'a pas fait une éruption il y a 2 millions d'années, on est d'accord? On a fait des datations. Les datations, tu m'as dit qu'elles étaient mauvaises, on est d'accord? Mais du coup, ces datations-là, est-ce que cette marge d'erreur-là, si on refait la datation plusieurs fois, on peut donc calculer la vraie date à partir de ces datations-là? Parce que ça, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que du coup, on peut quand même, avec cette méthode de datation, avoir les bonnes dates, du coup. Alors bon, je suis pas géologue, je peux pas répondre avec précision. Je donne mon avis, mais peut-être qu'il est faux. Je pense pas qu'on puisse connaître, qu'on puisse trouver le résultat parce que on ne sait pas c'est quoi la quantité d'argon qui a été piégée dedans. On ne peut pas savoir la formation de la roche, c'est quoi quelle est la quantité exacte. Ça va être arbitraire, quoi. Sinon, comme on connaît l'âge Euh, historique, on peut nous-mêmes dire la chose. Mais du coup, dans le cas d'une roche où on ne connaît pas l'âge historique, on ne peut pas faire ça. Mais du coup, on est d'accord que du coup, tu ne peux que valider des événements dont les gens ont été témoins directement, du coup. Parce que du coup, il n'y a rien Oui. que tu puisses confirmer, sauf si l'événement a été vu. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, c'est une de nos différences, tu disais que toi, tu croyais plus, si je schématise, hein, tu croyais plus en la Mhm. science qu'en l'histoire. Est-ce que Non, est-ce j'ai que pas dit ça. c'est... Non, j'ai dit, je fais plus confiance aux méta-analyses qu'aux témoignages. Alors, est-ce qu'en Alors, histoire, il y a plus de témoignages que de méta-analyses? Ça, je ne sais moi, pas. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je quelqu'un qui fais... me dit telle personne s'est battue contre un monstre marin, ben, j'aurais plutôt tendance à croire la paléontologie qui me dit que, bah, a priori, des monstres marins, Oui, à oui. part une baleine et des alligators, voilà, ou des orques à la limite, voilà, j'aurais plutôt tendance à croire ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que Oui, je oui, fais non, plus mais un confiance. témoignage absurde, il est absurde. Euh, Bah, moi, pas forcément, parce qu'il y a tout le truc sur le Kraken avec le fait que bah, le Kraken, on l'a imaginé grand machin, et finalement, bah, le calamar géant voilà. Non, existe, mais donc un c'est témoignage peut être pas absurde, obligatoirement. incohérent, etc. Ce C'est que je juste veux dire, moi, c'est de que, base, je fais plus confiance à ça. Voilà. moi, ce que je veux dire, c'est que les- les- pour moi, la méthode historique, alors elle ne peut pas s'appliquer sur les milliards d'années, mais la méthode historique, elle est plus fiable que les dates scientifiques. Une date scientifique, on le voit, hein, d'ailleurs, ça peut se vérifier, ça se voit dans l'archéologie. Les dates historiques qu'on obtient avec les poteries, avec les documents historiques, sont plus précises que les méthodes scientifiques, comme le carbone 14.
Il y a des cas où sur les îles des Vikings, la datation carbone 14 donnait des âges de 600 ans après Jésus-Christ, alors que l'histoire donnait 800 ans. Et on a vu que c'est plus tard, on a su que c'est l'histoire qui était bonne, et puis qu'il y avait des problèmes avec la méthode, etc. Donc globalement, comme un acte de naissance, tu as un acte de naissance, j'en ai un, ça te donne une date précise, une année, un lieu, un mois, une date, une heure. Donc pour moi, l'histoire, ça donne des dates précises. La science, Mais du coup, on est c'est d'accord que tu compliqué. peux pas vérifier. C'est-à-dire que Sur par une roche exemple, si j'ai volcanique, tu un... peux pas, parce que tu connais pas comment la roche elle a été formée. Tu connais pas les conditions initiales de la roche, c'est impossible de le savoir. Mais selon qui? Qui a dit ça? Ben, les géologues créationnistes le disent, et je pense que c'est un truc logique. Tu peux pas savoir comment ça Mais s'est formé, dans quelles conditions, parce que comment tu as là, vu les tu choses vois, exactement. oui, mais au tout début, on était d'accord pour dire que l'avis d'expert n'a pas de valeur. Et du coup, moi, qu'un géologue le dise, je veux bien le croire. Mais du coup, on est d'accord que ça suffit pas de le dire. Alors, ben, comme je t'ai expliqué, Il faut le démontrer. ben, je l'ai démontré, puisque je t'ai dit que sur le mont Sainte-Hélène, il y a eu de l'argon qui a été piégé dans la roche au moment de la formation de la roche. C'est ça l'explication. Mais du coup, ça, ça, tu peux pas le savoir. Dans une Mais roche, tu est-ce que connais pas la date historique. ça, Sur c'est une ce que toi, tu m'as dit, mais est-ce que c'est ce qui est marqué? Parce que, tu vois, tu nous mets des citations des scientifiques, mais est-ce que tu as vu dans l'abstract si c'est ça qui est marqué? Parce que moi, c'est ce que je vais aller vérifier et je suis Comme je sûr t'ai à dit, 150% que ça n'est c'est une pas marqué ça. argumentation créationniste. Donc tu le Ah non, mais trouveras. Tu le mais trouveras, si elle fonctionne. c'est là où je dis pas que c'est toi, mais par exemple, je suis absolument convaincu que tu vas avoir le même. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo que j'ai fait sur Stephen Taylor de Bible et Sciences. Mais du coup, lui, par exemple, c'est quelqu'un qui a travaillé sur Edmontosaurus et qui a fait tout un tas de trucs sur le collagène dans les autres dinosaures. Et par exemple, c'est très intéressant de voir que entre ce que lui dit de son étude et ce qui est marqué dans l'étude, il y a, il y a une énorme différence. Genre, par exemple, lui dit qu'il Oui. ne croit pas que le Crétacé a 60 millions d'années. Pourtant, dans son étude, c'est ce qui est marqué. Du coup, on peut se demander, bah, du coup, est-ce que son étude est Non, bah, fausse? c'est comme moi. Moi, quand je vais parler du Crétacé, si je le précise pas, tu vas dire, ah, mais tu parles du Crétacé, donc tu acceptes de 66 millions d'années. Quand Oui, mais Steven Taylor parle du il donne Crétacé, les dates. Lui, il donne les dates de 68 millions d'années, par alors, il exemple. faudrait que je lise dans quel Et du contexte il coup, les donne. Moi aussi, je les donne. Tu vois, au début, je ouais. te dis un graphique où il y avait les 66 millions d'années. C'est pour représenter le point de vue de l'évolution. C'est Mais pour ce qu'il y a, c'est que tu vois, l'étude en soi, son étude, je n'ai aucun problème avec ce qu'il a marqué. En fait, tout ce qu'il a marqué, c'est même plutôt valide et moi, ça me pose pas de souci. Par contre, c'est ce qu'il en fait après, tu vois, l'explication qu'il en donne il la sort de son chapeau. Parce que même quand on va demander à d'autres gens qui ont travaillé sur l'étude, eh ben, ils n'ont pas du tout la même vision. Par exemple, il parle de Mary Schweitzer, et Mary Schweitzer a plusieurs fois fait des démentis pour dire que, par exemple, elle n'est pas du tout créationniste Terre jeune, et du coup, bah, que quand des gens comme Stephen Taylor prend ses études pour démontrer la Terre jeune, elle lui a dit, alors pas à lui direct, mais elle a dit, ils n'ont rien compris. Et du coup, moi, je pense qu'on est dans le même cas de figure où je ne pense pas que ce soit ça qui est marqué. Mais j'irai vérifier, mais c'est mon, sur Marie Schweitzer. mon hypothèse de travail, on va dire. Je vais aller Ah, faire la ce qu'il faut méthode comprendre, c'est scientifique que sur. tu comprends pourquoi à chaque fois je précise que c'est un évolutionniste, qu'il ne dit pas que la Terre a moins de 10 000 ans. Et je vais citer Marie Schweitzer également tout à l'heure, si j'arrive à avancer. Parce que quand on Pardon. cite Marie Schweitzer, on ne dit pas qu'elle est créationniste. On ne dit pas qu'elle dit que la Terre a moins de 10 000 ans. On dit que Mais ses elle l'est. recherches sont cohérentes avec un modèle Terre jeune. C'est ça qu'on dit. On est d'accord avec Oui, un mais point, par exemple, elle est pas, elle-même n'est pas d'accord avec ça. Et du coup, la question, mais à c'est la limite, moi, je qui m'en a mieux fiche. compris? Je m'en fiche de ce qu'elle pense. Moi, ce qui compte, c'est les données brutes. Après, la Oui, mais les données conclusion ne disent qu'elle pas a, ça, du coup. non, les données, c'est ce qu'elles disent. On va revenir Oui, sur mais les fonctionnements tout à l'heure. la Les conclusion des données, données, bah, je te laisse la, avancer au pire et on la verra. biochimie, enfin, on va en parler tout à l'heure. Euh, la biochimie de laboratoire indique que ça disparaît en quelques milliers d'années. C'est froid, c'est comme ça. Donc après, on peut essayer de trouver des moyens de conservation, comme le fait Marie Schweitzer, comme le font d'autres. Je peux comprendre ça, c'est tout à fait normal qu'on cherche à trouver des solutions pour argumenter son modèle. C'est ce que fait Marie Schweitzer. Moi, je pense qu'elle a les données qu'elle a mesurées sont bonnes, la conclusion qu'elle en fait n'est pas bonne. Mais on y reviendra tout à l'heure, parce que du coup, je suis encore un petit peu en géologie là, pas en histologie.
Si je... Je peux te poser une dernière question du Oui, coup? Je suis désolé. Mais c'est que du coup, on est d'accord que de mémoire d'homme, historiquement, par exemple, les volcans du Massif central ne se sont pas réveillés. non, parce Parce qu'en que fait, c'est 60 000 ans. Alors, je suis auvergnat, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Mais du coup, c'est 60 000 ans les cycles Mais vu que c'est pas possible, du coup, c'était avant. Et du coup, historiquement, on n'a pas de documents qui démontrent que les volcans se sont réveillés. On est bien d'accord. c'est pour ça que je dis que la science, en fait, elle peut pas se prononcer sur la date de ces laves volcaniques. On est d'accord. Mais du coup, ça veut dire que techniquement, ces volcans-là étaient là avant le déluge. Non, ils sont. Alors, je ne connais pas le sujet, le volcan que tu parles en particulier. Alors, possible qu'ils étaient là avant, possible qu'ils sont nés durant le déluge. Et en fait, on a une activité. On appelle ça des supervolcans, des activités volcaniques 1000 fois supérieures. On va en parler tout à l'heure si j'arrive à arriver à cette slide-là. On a eu une activité volcanique intense dans le déluge. Et l'activité volcanique qu'on trouve partout dans le monde, ça s'est fait durant le déluge et peu après le déluge. Mais du coup, ça veut dire qu'on devrait retrouver des coquillages sur les volcans d'Auvergne. Euh, Du coup, ça dépend où est-ce qu'ils sont stratigraphiquement, quoi. S'ils sont au-dessus, à quel moment ils sont arrivés. Faut voir exactement stratigraphiquement c'est à quel niveau c'est. Est-ce qu'on place ça au milieu du déluge ou après le déluge? Parce qu'il y a eu de l'activité volcanique après le déluge, parce que la Terre était un peu en rééquilibrage géologique à ce moment-là. Mais enfin, en fait, le truc que je me pose la question, c'est, tu vois, quand je te pose une question comme ça, tu m'as dit que tu ne savais pas, mais tu as quand même trouvé la solution. J'essaye de Moi, raisonner c'est, en je, direct avec toi, oui, mais du coup, tu vois, tu vois ce que c'est qu'une hypothèse ad hoc ou pas? hein. Oui. Parce que c'est ce que tu viens de faire. C'est tout. Ouais, écoute, je vais diriger à l'audience. Si l'audience pense que tu marques un point là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi. Non, non, mais c'est pas. En vrai, je m'en fous de l'audience qui pense. Voilà, On est non, là pour discuter entre nous. C'est juste je- parce que je veux te montrer le côté que tu vois la facilité qu'on a de trouver des solutions à n'importe quel problème. Parce qu'en fait, c'est l'inverse de la méthode scientifique ce que tu fais. Ce que tu fais, ce serait justement de dire, ah, bah du coup, qu'est-ce que je devrais trouver? Qu'est-ce qui empêcherait que ce soit vrai? Et moi, c'est plus sur ça que je voulais te faire réfléchir sur le côté. Moi, c'est ce genre de petits détails-là que je vais aller chercher. C'est genre, mais comment on sait? Qu'est-ce qu'on sait avec une certitude absolue? Et du coup, si je le sais avec une certitude absolue, est-ce que ça colle toujours avec ce que je sais? Du coup, là, bah, par exemple, si les volcans ne se sont jamais réveillés, il y a forcément des coquillages par-dessus, forcément. Et tu vois, bah oui, ça pose Alors, pas de cette problème question-là, je vais le on peut noter. trouver des solutions. Pardon. Alors, je vais T'as dit noter quoi? ça et je vais Ouais, ouais. réfléchir à ça dans les jours qui viennent. Ouais, Alors, pas de tu dis souci. c'est des quoi, des invertébrés sur l'Auvergnat, c'est Bah, ça? par exemple, tu me dis, il y a des ammonites sur l'Everest. Sauf que l'Everest est beaucoup plus haut que les volcans d'Auvergne, même si tu dis qu'il a été élevé pendant le déluge, bah, il est quand même beaucoup plus haut, mine de rien. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, sur les volcans d'Auvergne, eh ben, il devrait y avoir des coquilles de n'importe quoi, de d'ammonites, par exemple. On devrait trouver des fossiles. Parce que justement, il n'y a pas de preuve historique de l'éruption des volcans d'Auvergne. Donc ça veut dire que ces fossiles-là n'ont pas été recouverts par de la lave, par exemple. Écoute, je Parce que regarderai sinon, ça. Je pas de regarderai souci, ça pour pas dire n'importe quoi. ça marche. Et pour éviter les tradocs. Alors, mais par contre, c'est vrai que quand tu as des sujets comme ça, je vais les noter. Parce que je suis pas capable de Ouais, répondre. bah, moi, depuis tout à l'heure, je prends des notes aussi, hein, parce que moi aussi, il y a des trucs que je connais pas, ou des sites que je ne connais pas. Alors, quand la France était sous l'eau, par exemple, là, on trouve sur un site de la Dépêche, ainsi au début du primaire, entre 600 et 220 millions d'années, la mer recouvrait toute la France. Ça, c'est pour montrer que la France, puisqu'on est français, était recouverte d'eau. Il Ce y qui pour a moi est moins compatible. 600 et moins 250 millions d'années. Ce que moi je place il y a 5300 ans. Certes, mais il y a aussi le côté, là, c'est pas du haddock, mais c'est du cherry picking. C'est-à-dire il y a effectivement des choses qui montrent qu'il y avait de l'eau à un certain moment, pas à tous les moments. Et du coup, toi, tu vas les placer tous au moment du déluge, alors que, eh ben, scientifiquement parlant, les moments sont extrêmement éloignés. Ça n'a aucun rapport en termes de temps. Mais du coup, toi, tu as tout mis
en une année. Pourtant, c'est pas ce qui est marqué. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi tu acceptes tout, c'est-à-dire tu acceptes que la mer était bien au-dessus de la France, sauf la date. Si la date est fausse, pourquoi je partirais du principe que le reste est vrai? Je pars du principe que tout est faux. Alors, ce que tu dis là, ce serait vrai si j'avais pas fait toute la démonstration sur la datation radiométrique qui montrait qu'il y avait des problèmes avec les datations radiométriques. Oui, Parce mais que les 6 du mois coup, de tu 100 m'as pas millions d'années, ça donné, vient tu m'as pas. dit, oui, mais tu m'as pas C'est donné justifié. tu m'as dit que tu n'avais pas de méthode pour être sûr de la date. Le seul moyen d'être sûr, selon toi, c'est que des gens soient là. Et du coup, c'est là où, pour moi, tu vois, tu peux dire que tout est faux, mais vu que c'est ça l'argument d'incrédulité, c'est dire, ça m'a l'air compliqué, tout doit être faux. Et du coup, moi, j'accepte ça, je dis, ok, tout est faux. Mais du coup, qu'est-ce qui est vrai? Et si tu n'as que les témoignages, alors là, qu'est-ce qui te permet de dire Alexis, que la France était sous l'eau? C'est vrai. Alexis, j'ai mentionné des preuves, j'ai mentionné des méthodes de datation non radiométriques qui, pour moi, Oui. tendent à démontrer un jeune monde. Donc, même si je ne peux pas dater exactement telle ou telle lave, il y a d'autres éléments qui me permettent d'argumenter la Terre jeune, et j'en suis qu'à 10% de ma présentation. Donc, évidemment, au bout de 10% de ma 10%. présentation, j'ai pas fait 100% de la présentation. Après, j'ai Je pas. t'ai dit, hein, si tu veux Voilà, me faire taire, je te jure, ça ne me pose pas de voilà. problème. Parce que moi, Oui. tu sais, je rebondis sur les trucs, moi, je Alors, voilà, réfléchis voilà. pas le Moi, quand plan, tu tu dis vois. ça, en fait, je pensais qu'on allait passer 5 secondes sur cette slide, si tu veux. Bon, Je- voilà, Vraiment, je dis tout ce que sincèrement, je veux. dis-moi de me taire. Je le prendrai pas mal, Ouais, sincèrement. pas de souci. C'est enregistré de toute façon. Je- J'essaie de faire un cas cumulatif, un peu comme quand je t'ai dit l'enquête médico-légale. J'essaie de trouver l'ADN, j'essaie de trouver la caméra, le motif, l'arme retrouvée. J'essaie de faire ça. Je peux pas dire datation radiométrique, c'est pas bon. Et puis, ben, fais-moi confiance. Non, 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 mais j'essaie de développer moi, plein je suis là pour d'arguments. te mettre à l'épreuve. Mais tu as raison de faire ce que tu fais. C'est pour ça que je t'ai invité. Donc, Mais c'est tu fais le boulot que je t'ai demandé de faire. bon, Donc, parfait. y a pas de souci. Je veux pas Donc, t'agacer non plus, hein, c'est pas le but. pas de souci. Alors, sur l'étendue des formations, je pense que dans beaucoup d'endroits dans le monde, on trouve des formations qui correspondent à des événements gigantesques, à des dépôts gigantesques. Nous trouvons sur tous les continents des dépôts de roches sédimentaires à grande échelle, comme le grès de Hawkesbury, une formation juste à l'ouest de Sydney. En fait, Sydney est en grande partie construite sur du grès de Hawkesbury et elle s'étend sur plusieurs kilomètres à l'ouest et sur une longue distance au nord. C'est un dépôt massif. Un examen rapproché des couches sédimentaires révèle non seulement les couches individuelles, mais aussi des lignes diagonales, aussi appelées stratification entrecroisées. En examinant ces lignes diagonales, les géologues peuvent connaître la nature de l'eau qui a déposé ces sédiments. Donc là, je relate une étude de Steve Austin, qui relate lui aussi beaucoup d'études séculières dans son étude, donc c'est là qu'il faudra voir pour vérifier mes propos. Un géologue de l'université Macquarie, cette fois-ci un séculier, le docteur Patrick Conaghan a déclaré, concernant cette formation sur Sydney, un mur d'eau atteignant 20 mètres de haut et 250 km de large, descendant du nord à une vitesse énorme, et livra des tonnes de sable dans la région de Sydney. Ça, c'est pour donner un exemple représentatif de ce qui a pu se passer dans le monde lors du déluge de Noé, avec un mur d'eau de 250 km de large et de 20 km de haut. Le déluge, c'est un événement catastrophique qui a anéanti des trilliards et des trilliards d'organismes, qui a séparé la Pangée en les continents qu'on a aujourd'hui. Donc là, je commence à développer mon argument. Il y a plein de choses qui vont venir par la suite. Euh, tu auras l'occasion de revenir par la suite, peut-être ne pas. Je ralentis, j'ai mis le frein Oui, là, j'ai mis le frein. voilà. Voilà. Donc maintenant, je veux aller sur le mélange terrestre-marin qui va te parler beaucoup plus. Une formation que tu connais, Hell Creek dans le Montana, est célèbre pour ses nombreux fossiles de T-Rex, y compris des tissus mous bien documentés. J'en parlerai tout à l'heure, j'en parle pas tout de suite. On recense à leur côté la présence de créatures marines, 6 espèces de requins, 14 espèces de poissons, qui sont des indicateurs clairs d'une influence marine. J'ai l'étude ici pour que tu puisses vérifier par la suite. Je confirme que ce que tu dis là est vrai. Pour le coup, je connais ça. Tu vois, comme quoi j'ai dit qu'il y a des points d'accord entre créationnistes et évolutionnistes, et c'est vrai. Je pense, oui. On fait pas que se tirer à balles, quoi, avec des balles, quoi. Non, non. Euh, Donc, le mélange terrestre-marin, en gros, je parle de ça pour montrer qu'il y a eu des tsunamis qui ont pu mélanger des créatures terrestres et marines qui vivent pas dans le même environnement, mais il y a eu un mélange, quoi. Une synthèse menée par Shikisawa et al. Montre que dans les 6 étages du Crétacé supérieur européen, les dinosaures sont rarement trouvés en dépôts continentaux,
La majorité des fossiles proviennent de dépôts marins marginaux, voire de calcaire et craie marine ouverte, mélangés à des invertébrés marins. Même chose que la slide précédente. On a des preuves que on a énormément de dépôts en conditions marines. D'ailleurs, crétacé, ça veut dire du mot créta, qui veut dire craie, l'âge de la craie. La craie, ça se dépose en environnement marin avec des organismes planctoniques qui sont appelés des coccolithes. C'est pour montrer l'aspect marin de la chose, on va dire. Dans le Midwest américain, les dinosaures sont trouvés dans une matrice de trois matériaux, de la boue, du sable et de la cendre, sur des immenses surfaces sédimentaires continues avec des formations couvrant des régions entières comme la formation de Morrison, qui doit faire trois fois la France, où il y a le Dinosaur National Monument. On trouve beaucoup de dinosaures là-bas. Ces immenses cimetières des dinosaures présentent souvent les eaux orientées dans la même direction. Dans le modèle créationniste, cela s'explique par l'activité volcanique durant le déluge, qui produit les cendres, et les tsunamis qui produisent le sable et la boue, provoqués par la tectonique catastrophique des plaques, dont je renvoie au site globalflood.org du docteur John Baumgartner. L'éruption du mont Sainte-Hélène, à titre d'exemple, a produit 1 km3 de cendres, ce qui est énorme. 1 km par 1 km par 1 km. Donc c'est une éruption qui a tué, si je me rappelle bien, 57 personnes. C'est pas comme l'éruption qu'on a pas loin de chez moi en ce moment au piton de la Fournaise, des éruptions sympatoches où on vient avec son bâton et on touche la lave. Là, il faut vraiment être Ça à... coupe juste la route, on s'en fiche. Voilà. Et on est content, et il y en a qui font cuire les œufs dessus et tout ça. Ce qu'il ne faut pas faire, hein. En principe, parce qu'il y a des gaz, etc. Et voilà. Donc, une caractéristique notable du grès dans lequel les autres dinosaures ont été ensevelis contiennent d'abondants grains d'une roche appelée tuf. Le tuf se forme à partir de la solidification des cendres chaudes éjectées des volcans, se fait ajouter aux couches de cendres volcaniques ailleurs dans la formation, indique qu'une éruption volcanique explosive s'est produite à peu près en même temps que lors de l'enfouissement par inondation de tous les restes de dinosaures. Aucun volcan n'est connu à proximité du gisement, et les géologues ont placé la source de tuf la plus proche dans le sud de la Californie ou du Nevada. Des nuages de cendres se déposant sur des distances aussi considérables indiquent un événement volcanique extrêmement catastrophique. Il y en a qui parlent de supervolcanisme, ce n'est pas que les créationnistes qui parlent de ça. On a le fameux docteur Steve Austin. Ce que je dis là, c'est à retrouver dans l'étude de Steve Austin. Il parle de l'indépendance d'Ice Swarm, qui est une éruption colossale dans le sud de la Californie. S'est formée lorsque la tectonique des plaques catastrophiques a ouvert de nombreuses fissures parallèles longues de 160 km et même plus. L'ensemble de ces fissures linéaires s'étend vers le sud, depuis le centre-est de la Californie jusqu'à la Basse-Californie. Cette éruption colossale a déposé le membre Brushy Basin de la formation de Morrison, qui est dans le Jurassique supérieur, dans les régions des montagnes rocheuses et du Grand Bassin, lequel contient aujourd'hui plus de 16 000 km3 de cendres. À l'intérieur des cendres du Brushy Basin se trouvent des couches de grès qui représentent les gigantesques coulées de boue ayant emporté, enseveli les dinosaures. Là, je cite le géologue créationniste Steve Austin. Donc on a ici une super éruption qui a causé 16 000 km3 de cendres par rapport aux 1 km3 de cendres du mont Sainte-Hélène, donc soit 16 000 fois plus. C'est pour ça qu'on a des formations gigantesques, cohérentes avec des dinosaures qui sont trouvés dans de la boue, du sable et de la cendre. Enfin, c'est comme ça qu'on l'articule dans le créationnisme. Dans l'évolutionnisme, ils disent que ça s'est fait, on a eu plusieurs éruptions au fil des millions d'années. Donc voilà, donc ça c'est une étude de Steve Austin assez intéressante. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je passe à la slide suivante? Non, non, je pense qu'on peut avancer. Ok. Je voulais maintenant parler du principe de superposition et d'horizontalité. À la base, avec la géologie terre-vieille qui a commencé à naître à la fin du XVIIIe et puis au début du XIXe siècle, avec James Hutton et Charles Lyell, j'ai écrit un grand article sur l'origine de l'évolution géologique que vous pouvez lire, qui permet de comprendre d'où vient le système des millions d'années, comment il a remplacé la géologie diluvienne, qui était le modèle principal avant. On a cette idée que les couches, les lamines se déposent annuellement, souvent des pôles éoliens ou des plaines continentales. On a des couches géologiques qui se déposent lentement mais sûrement, une couche par an. Les géologues ne raisonnent plus forcément comme ça aujourd'hui. Là, ce que je dis là, c'est la géologie uniformitariste ou actualiste. Dans les années 80, à la suite de l'éruption du mont Sainte-Hélène, les géologues sont passés à un modèle qu'on appelle néocatastrophiste. Ce qui était intéressant pour les géologues diluviens,
puisque le modèle diluvien est un modèle catastrophiste. On a un sédimentologue très connu dans les cercles créationnistes français et même américains, qui est Guy Berthaud, qui a publié, je pense au moins pendant 50 ans, des études sur ce sujet de la sédimentologie, de la formation des couches géologiques. Je n'aurais pas la capacité d'expliquer comme lui, donc j'ai mis des études ici, et il explique et il le montre qu'en fait les couches géologiques se déposent en courant hydrodynamique dans de l'eau avec une ségrégation granulométrique où on a des particules qui, en fonction de leur densité, de leur taille, vont se trier naturellement. Et donc, on a les petites images que j'ai mis à droite ici. On obtient des lamines grâce à des courants hydrodynamiques et de la ségrégation granulométrique. Et ça, c'est le modèle diluvien de base, c'est-à-dire que du Cambrien à environ le Néogène, les couches sédimentaires fines et planes, dont j'ai mis un exemple d'ailleurs au Grand Canyon, eh bien, elles se sont déposées non pas à coup d'une couche par an, mais avec un courant hydrodynamique, avec l'inondation mondiale. Par exemple, il y a un tsunami qui avance, qui se retire. Quand le tsunami perd de sa puissance, les sédiments vont descendre au fond de la mer et se trier. Et notamment, c'est comme ça, voilà, qu'on a c'est dans ces moments-là qu'on a des processus de fossilisation dont on reviendra tout à l'heure. Donc j'ai mis trois études ici de Guy Berthaud, dont je rends hommage, hein, si sa famille me suit, puisqu'il est décédé fin 2025 à l'âge de 100 ans. Donc c'est un gros contributeur créationniste. Et du point de vue créationniste, c'est une grande fierté, Guy Berthaud. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de créationnistes français qui ont contribué comme ça. Et d'ailleurs, c'est Guy Berthaud qui avait demandé à Steve Austin d'aller dater les roches volcaniques du Mont Sainte-Hélène, qui ont par la suite montré qu'il y avait un problème avec la datation radiométrique pour la petite histoire. Donc voilà, Guy Berthaud, voilà, à mon sens, pour moi, il est au niveau peut-être de Louis Pasteur, qui était aussi créationniste et dont voilà, les apports sont grands, je pense, pour la science. Euh, Alors, excuse-moi, est-ce que T'en tu prie, vas-y. peux juste vulgariser et, quand tu parles du déluge, on est d'accord que tu as dit que le déluge arrive, l'eau, enfin, il y a le tsunami qui ravage la Terre Il y a puissamment, on plusieurs va dire. tsunamis, hein. Ouais, enfin voilà, en tout cas plusieurs événements bah, pendant 40 jours et 40 nuits, quoi, basiquement, qui Pendant au moins passent comme six ça. mois. Ah bon? Oui, parce Pourquoi? qu'en fait, la Terre est inondée au bout du sixième mois. Donc, si tu veux, 40 jours, 40 nuits, tu as beaucoup de pluie, mais après, tu as encore beaucoup de choses qui se passent C'est, tectoniquement. c'est- euh, comment tu sais que la Terre, enfin, comment tu sais que c'est au bout du sixième mois? Ben, c'est la Bible qui parle du 150e jour et que les montagnes ont été recouvertes entièrement. Ok, ok. D'accord. Alors, en vrai, de toute honnêteté, je pensais que c'était au bout du 40e jour. Donc, Ben, souvent, bah, tu vois, c'est tu sais que c'est 40 ans, j'irai c'est marqué. vérifier ça, du coup. Ouais, Non, mais je te crois, hein. Et du coup, on est d'accord. Donc, jusqu'au 150e jour, tsunami, tsunami, tsunami. Et ensuite, ça se retire. Donc, pareil, on va dire vague, 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 peu importe. Et du coup, c'est pour ça qu'on trouve des strates, c'est ça? c'est ça. Ok. C'était juste pour bien être Pour sûr de. comprendre comment Parce ça qu'en fait, fonctionne. à la base, j'avais juste compris que le tsunami avait tout défoncé, que ça avait mélangé les cailloux et que ça Non, s'était déposé au fond. Voilà. Mais c'est bon, c'est un j'ai modèle bien de compris. déluge progressif et il y a même des temps de repos, en fait. Entre deux Ça tsunamis, marche. il peut y avoir quelques heures ou quelques jours où il y a un répit, où les dinosaures ils laissent des traces, etc. On en parlera après. Ça marche, ça Ça, marche, ça marche. c'est une photo du mont Sainte-Hélène où donc on a des couches laminaires planes qui nous font un peu penser aux couches du Grand Canyon, hein, si on regarde là-haut. C'est plat, c'est sans érosion, c'est des couches presque parfaites. Et donc là, ça montre que dans un contexte catastrophique, on n'a pas une couche annuelle. Si tu as la catastrophe, l'activité volcanique, où est le tsunami ou l'inondation, eh bien, on produit ce genre de paysage, comme ça. Donc c'est comme ça qu'on explique que du Cambrien à environ le Néogène, on a ces caractéristiques des couches fines et planes qui s'expliquent dans ces conditions-là. Bon, après, moi, je l'explique avec mes capacités, parce que moi, j'ai déjà écouté John Baumgartner, Steve Austin, c'est complexe, hein, c'est beaucoup plus complexe que ce que je dis là. Il y a une grosse publication que Baumgartner il a fait en 2023 ou 2018 sur les tsunamis, justement, où il explique la mécanique des tsunamis. Ça peut être intéressant aussi, peut-être à observer d'une manière critique de ta part.
Donc ces dépôts montrent des lamines fines, horizontales, régulières, comme dans des strates sédimentaires anciennes du côté des évolutionnistes, mais créées en quelques minutes à quelques heures. C'est pour ça que pour nous, ça peut se créer rapidement, puisqu'on voit que quand on a les conditions réunies, ça peut aller vite. Alors, je précise que pour quelqu'un qui n'est pas créationniste, ça peut aussi arriver en quelques heures. Parce que ce qui compte, c'est l'apport de particules. C'est Donc, ça ça. veut dire que si l'apport est très lent, bah oui, au bout de plusieurs millions d'années, pour nous, eh ben, il peut y avoir 3 cm. Mais par contre, effectivement, lors d'une coulée de lave ou d'un volcan, on peut se retrouver avec 1 mètre directement. Et pour le coup, là, bah, ça dépend de qu'est-ce qui Et si amène tu les vas particules. te projeter dans la littérature géologique du 19e, voire même du 20e siècle, de la première partie, tu trouveras beaucoup de géologues qui raisonnaient purement en couches annuelles. C'est le Mont Oui, et ça Sainte-Hélène qui a fait suppose. un gros changement de paradigme. Ouais. Donc, je cite Guiberto dans l'étude ci-dessous. Les strates superposées ne sont pas nécessairement le résultat de couches successives. Ces expériences en canal démontrent que le postulat de Sténon, Nicolas Sténon, père de la géologie, qui devait faire partie de mon graphique tout à l'heure quand je parlais des créationnistes qui ont créé les branches modernes, les branches modernes de la science. Donc ces expériences en canal démontrant que le postulat de Sténon et son principe de superposition ne sauraient s'appliquer qu'au seul cas d'absence de courant, les principes de datation sur lesquels se fonde l'échelle des temps géologiques sont à remettre en question. Donc, tu vois, tout l'argument que je t'avais donné sur les datations radiométriques, et maintenant sur le principe de superposition, je ne dis pas que tout vient de Guiberto, mais beaucoup vient de Guiberto à la base. Ah, bah, j'en doute pas. Mais c'est juste que, bon, après. Moi, tant que j'ai pas lu ce qu'il a écrit, pour moi, ça reste Dans son. les études de Guiberto, il parle de datation radiométrique. Bah, j'irai voir, j'irai voir. Maintenant, je parle de bioturbation. C'est quoi la bioturbation? C'est quand on a des racines, des bactéries, des champignons, des insectes, des animaux qui vont creuser dans les couches sédimentaires, qui vont bioturber ou perturber ces couches laminaires. On a ici deux chercheurs créationnistes qui ont fait une étude, Leonard Brand et Arthur Chadwick. Dans notre échantillon aléatoire de formation rocheuse, nous avons trouvé un très faible niveau de bioturbation du Cambrien à l'Éocène. Il y a beaucoup trop peu de bioturbation dans cet échantillon pour être compatible avec le passage des longues périodes de temps postulées par le paradigme géologique standard. Le faible enregistrement de bioturbation est cohérent avec les conditions et les courtes périodes attendues dans une catastrophe géologique mondiale. Cette preuve est exactement ce à quoi nous nous attendrions si le récit de la Genèse est vrai. Ce sont des créationnistes, je précise. Donc, leur argument, c'est que quand on voit ce genre de couches fines planes ou au Grand Canyon, on a des preuves qu'il n'y a pas eu d'érosion, parce que s'il y en avait eu, on n'aurait pas des couches planes, on aurait des couches bioturbées. Donc ça, c'est un argument pour dire que ces couches-là se sont déposées rapidement et pas à coup d'une couche par an, parce que si c'était une couche par an, on n'aurait pas le même paysage cohérent, avec des couches laminaires qui sont cohérentes sur des centaines de kilomètres en plus. Donc ça, c'est l'argument de la bioturbation. Euh, alors, passons à la fossilisation. Alors, tu veux dire quelque chose sur la bioturbation avant que je parle de fossilisation? Non, non, j'irai voir. Sincèrement, je connais pas l'étude, donc partons du principe qu'ils ont raison. Comme ça, ce sera plus rapide. Alors, la fossilisation, j'ai mis un petit diagramme de Answers in Genesis que tu connais. C'est le groupe créationniste que Un je grand suis le moins. classique. C'est celui que je suis le moins. C'est celui que Je j'aime pense le que tu as moins. raison. C'est celui que j'aime le moins. Mais il y a quelques personnes à l'intérieur que j'aime bien, comme le docteur en histoire de la géologie Terry Mortenson. C'est avec lui que j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de la science de l'évolution dans les années 1700, 1800, 1900, c'est extrêmement important pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Bref, la fossilisation, on a de l'eau, on a un courant, on a de l'eau, on a un tsunami par exemple.